Cet après-midi, nous recevons des invités au destin particulier puisqu'ils ont tous les deux vécu une double vie en endossant le rôle d'agent secret. Lorsqu'on est dans ces métiers-là, on est tout seul face au danger qui est en face. Ancien délinquant, Christian est contacté par une figure de la police judiciaire qui voit en lui le profil parfait pour infiltrer le grand banditisme. Il me dit, toi tu peux faire quelque chose. C'est de remonter les filières d'armes, c'est de re-rentrer dans le milieu. Grâce à son passé, Christian n'éveille aucun soupçon parmi la pègre marseillaise ou la mafia italienne. Pourtant, le danger est partout. Un des avocats de la mafia, il me dit, tu t'appelles pas comme ça, c'est pas ton nom. Je vais savoir qui tu es et exactement ce que tu représentes. J'ai connu des gens qui sont morts pour bien moins que ça. Alexandra, la fille de Christian, va connaître une enfance en marge, sans sortie ni amis. À l'école, c'était une personne bien précise qui venait me chercher le soir. Donc si cette personne n'était pas la même, je ne devais pas la suivre. Comme je devais absolument rien dire de ce qui se passait chez moi. En devenant agent secret pour le KGB, Sergueï va endosser plusieurs identités. Sa mission, surveiller et espionner les politiques français. Tout ce que je vous raconte actuellement, c'est passible de la peine de prison à vie. Je suis un traître en vous racontant tout ça. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Ce sont des rencontres extraordinaires que je partage avec vous cet après-midi. Mes invités ont mené une vie digne d'un film d'espionnage. Chacun à sa manière a épousé une vie d'agent secret. Christian est un jeune délinquant engagé sur une mauvaise pente lorsqu'il est recruté par les services secrets français. A l'inverse, Sergueï fait partie de l'élite de la jeunesse russe lorsqu'il intègre le célèbre KGB. Ces deux personnages, hauts en couleur, vont nous raconter leur parcours périlleux dans les coulisses de l'espionnage international. À leur côté, Chloé Eberhard, qui est journaliste, et elle a choisi de s'intéresser à la vie de ces femmes qui mènent la vie d'agents secrets. Merci d'être là. Moi, c'est la première fois que je rencontre des agents secrets, en tout cas que je le sais. Donc du coup, vous êtes des personnages mystérieux et un peu étranges. On se demande en permanence si tout ce que vous nous dites est vrai. Et alors c'est assez incroyable parce que vous êtes rencontrés juste avant. Et dans votre enquête, vous avez rencontré des gens que Sergueï connaît, c'est ça? Oui, c'est ça en fait. On a un peu échangé et on s'est rendu compte que moi j'ai rencontré une femme russe du KGB dans le cadre de mon livre. Et la personne grâce à qui je l'ai rencontrée est un ancien colonel du KGB qui s'appelle Igor Prelin. Et donc Sergueï me dit que c'était donc... Que c'est mon professeur de contre-espionnage à l'école du KGB que j'ai fait. Donc tout ce que dit Sergueï est vrai, parce que tout ce qu'il dit est tellement incroyable... Déjà je confirme les histoires de Chloé. Je vais demander à Igor si ce que dit Sergueï est vrai. Voilà. Bon, de toute façon, je ne sais pas comment vous faites pour ne pas être paranoïaque avec les vies et les déformations professionnelles que vous avez eues. Christian, pendant 25 ans, vous avez travaillé comme agent secret. Pour savoir comment ça a été possible dans votre vie, finalement, c'est un concours de circonstances. Oui, moi, c'était le hasard de la vie, en fin de compte. Et ça a été aussi le hasard de l'époque où on était dans une période d'attentats importante à Paris, dans les années 80. Moi, j'étais un jeune délinquant à l'époque, qui avait repris une activité tout à fait normale. Hein. J'étais propriétaire d'un magasin. Mais j'avais toujours gardé des contacts avec la personne qui m'avait suivi pendant des années, qui était le patron de la police judiciaire de Versailles, et avec qui j'avais sympathisé, on était devenus amis. Et quand il y a eu les vagues d'attentats, il y avait une volonté de remonter toutes les filières de vente d'armes en France. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a dit, écoute, vu le passé, tu pourrais peut-être nous donner un coup de main. Ils m'ont demandé de rendre un service, donc c'est un service qui devait durer 2-3 mois et ça durait 25 ans, parce qu'on s'en sort jamais. Alors Alexandra, votre fille, ma première question, et on va rentrer dans le détail après, c'est à quel moment vous réalisez que votre père est agent secret? J'avais 20 ans. J'avais 20 ans, j'ai tout découvert à ce moment-là. Donc si vous voulez, ça a été beaucoup d'histoires et on va dire de mensonges aussi pour camoufler un peu tout ça. Sergueï, vous n'avez pas fondé de famille. Vous avez fait partie du KGB pendant longtemps, parce que la jeune femme dont vous étiez amoureux ne convenait pas au KGB, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, ce que j'ai découvert uniquement lorsque j'étais déjà à l'intérieur, c'est que le service décide de tout pour vous. Après, ils prennent des gants, hein, ils font semblant de vous poser les questions, d'être sympathiques, ça va se passer très très bien, etc. Mais quand même, c'est eux qui décident. Et donc, du coup, quand vous tombez amoureux, en fait, il y a une règle. Si vous sentez que ça devient sérieux, donc vous allez voir le responsable du personnel de votre service. Après, ils font une enquête. Ils vous disent allez mollo pour l'instant, parce que ça va prendre 2-3 mois.
Nous, de notre côté, on va faire notre enquête. Et après, on vous dira. Et en fait, leur enquête, c'est un truc énorme parce qu'en fait, ils redescendent vers les arrière-grands-parents des deux côtés. Et au bout de 2-3 mois, ils vous disent la réponse. Dans mon cas, c'était non. Chloé, vous êtes intéressée aux espions et plus précisément aux espionnes. Vous en avez rencontré 9 de toutes les nationalités. Pourquoi ça vous a intéressé et surtout, qu'est-ce que vous avez découvert que vous n'attendiez pas ? Alors pourquoi ça m'a intéressée ? En fait, je suis tombée sur ce sujet un peu par hasard en 2010. C'est au moment où les Américains ont identifié 10 agents russes sur leur sol. Ça vous fait rire. Ouais. Bah, j'ai connu, c'est les gens qui étaient dans mon service. Et donc parmi ces 10 personnes, il y avait une femme, une très jolie rousse aux yeux bleus, forte poitrine, Anna Chapman. Et donc je me suis rendu compte, en fait, en faisant mes recherches, qu'il y avait très peu d'ouvrages sur les femmes dans le renseignement. Et je me suis rendu compte que déjà, elles avaient des profils extrêmement différents, que ça recouvre une multitude de métiers et que certaines ont des vies qui étaient presque mieux que les mythes. Voilà. D'accord. Mieux que les mythes, c'est ce que on va voir si effectivement vos vies, parce qu'il y a presque des attentes. C'est-à-dire que moi, quand je dis à mes amis que j'allais vous recevoir, tout le monde a dit on va se régaler. Donc Christian, pour qu'on pense que vous avez vécu effectivement avant de vous retrouver dans cette situation, on dit espion, d'accord, pour que tout ça soit clair pour tout le monde. Dans votre enfance, d'abord il y a une blessure à l'âge de 9 ans. Oui, je perds ma mère à l'âge de 9 ans. Mon père, malheureusement, sombre un peu dans la boisson. Ça finit très très mal pour nous familialement et je me retrouve à la DAS à l'âge de 10 ans. Bon, c'est une période très difficile, parce que ça dure jusqu'à l'âge de 16 ans. De fugue en fugue, ça se finit mal. Je fais un peu de prison à Fresnes mineur. Et puis après, de fil en aiguille, si on m'avait offert un violon, j'aurais été musicien. On m'a offert une arme à 16 ans, et j'étais dans les quartiers de Pigalle. Et on a décidé de faire quelques banques avec des amis. Qu'est-ce qui prime à ce moment-là? C'est le sentiment d'appartenance? C'est le sentiment d'une famille, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se rendre compte que c'est vicieux. Il faut revenir aussi 30 ans en arrière, où la DAS, c'est pas la DAS d'aujourd'hui, que je salue d'ailleurs, parce qu'ils ont énormément changé. La DAS, c'est de la répression. Moi, je viens de perdre une mère. Et en fin de compte, l'affectif est interdit en orphelinat. Donc tous les ans ou tous les 2 ans, on vous change d'orphelinat sans vous donner de raison. C'est-à-dire qu'on vous appelle, on vous fait faire le pactage et vous partez, mais vous ne savez pas où, il n'y a que qui savent. Donc on vous casse l'affectif pour vous maîtriser quelque part, je ne sais pas, mais c'était ridicule. Et c'est important pour la suite de l'histoire parce que vous allez avoir un caractère très particulier, c'est vous qui le décrivez comme ça. Vous allez finalement être habitué à vous couper de vos émotions. Et ça va vous servir quand vous serez un peu infiltré. Complètement. Et donc vous allez faire une rencontre déterminante à l'âge de 20 ans. Quand j'ai 20 ans, évidemment, je me fais arrêter. Je suis accusé de tout parce que les gens avec qui je braquais à l'époque, moi j'avais arrêté déjà. Les gens ont continué, ont fait un braquage qui s'est très très mal passé. Ils ont à l'époque blessé une personne dans la banque. Donc vous êtes accusé de meurtre? Donc oui, je suis accusé de meurtre. Et je tombe sur un patron de la brigade criminelle de Versailles qui est quelqu'un de très humain, qui est un très 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 bon flic. Et pendant 7 ans, il va chercher. Pendant 7 ans, en fin de compte, il va tout démêler. J'ai eu cet homme-là qui m'a suivi et j'ai perdu mon père pendant ma détention. Et quand j'ai eu l'autorisation d'aller aux obsèques de mon père, la juge m'avait dit non, mais on va essayer de vous faire quelque chose où vous pourrez accompagner votre père à l'enterrement. Et en fin de compte, quand je suis arrivé au greffe le matin, j'étais avec des gardes mobiles, enfouraillés de partout, et les entraves et les menottes pour aller aux obsèques de son père, ça devenait difficile. Et en fin de compte, quand on arrive à l'église, il me propose de monter dans le fourgon mortuaire pour accompagner mon père. Il m'avait simplement demandé de donner ma parole, en disant voilà, on t'enlève les entraves, les menottes, promets-nous de ne pas t'échapper. Et quand on passe la rocade de la Défense, c'était des gardes mobiles qui venaient de je ne sais où, qui ne connaissaient pas du tout la banlieue parisienne, et ils se perdent. Les policiers arrivent 1 heure après. Et j'attends devant. Donc d'un côté du trottoir, j'avais 30 ans à faire, et de l'autre côté, je pouvais m'en aller, j'avais la liberté. C'est un moment qui est déterminant, parce qu'à ce moment-là, on vous fait confiance. Complètement. Et vous appréciez cette confiance. J'apprécie cette confiance, mais j'apprécie surtout que 4 hommes allaient perdre leur situation, allaient tout perdre. Et je me suis rendu compte que des gens pouvaient parier tout sur quelqu'un. Par humanité. Par humanité, ouais. Et j'avais jamais connu ça. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que vous allez être blanchi, puisque au fond, vous avez été accusé à tort de ce meurtre. Et vous allez, on va dire, avoir une vie
classique. Ouais, tout à fait. Donc vous allez avoir une compagne, vous allez avoir un enfant. Tout à fait. Et puis, comment ça se passe? À un moment donné, qui vous propose de faire partie, finalement C'est très simple, on est à Rungis, on mange régulièrement après les achats à 6h du matin, on casse la croûte avec mon ami, le patron de la police judiciaire de Versailles. Puis il y a les attentats de Paris, il y a la rue des Rosiers, il y a tout ça. C'est dramatique. C'est dramatique. Et on en discute et il me dit, écoute, il y a quelqu'un qui aimerait te rencontrer à la direction centrale. On mange avec, ça ne te coûte rien. Et donc on refait un repas, on se retrouve à Rungis, on refait un repas. Il n'y a pas de solution possible quand on vous met des photos sur la table. Il n'y a pas de solution possible quand on vous fait voir des gens qui sont dans la rue, en famille, tranquilles. Des victimes d'attentats. Des victimes d'attentats. C'est pas Donc possible. il vous met sous les yeux des victimes d'attentats pour créer de l'hyper-empathie. Ouais. Et en disant, toi, tu peux faire quelque chose. Toi, tu peux faire quelque chose. Et bien sûr. Bien sûr. Et le quelque chose, c'est C'est de remonter les filières d'armes, c'est de rentrer dans le milieu. On ne peut pas faire autrement à l'époque. Et là, j'ai mon CV. C'est-à-dire que c'est crédible pour ceux que vous allez infiltrer. Ah mais tout tient la route. Tout tient la route. C'est une couverture qui est faite. Ah ouais, la couverture. Il n'y a rien à inventer. Hein. Ouais. Et quand moi j'arrive à Marseille pour la première fois, je vais voir les boss là-bas. Et la première chose qu'ils me disent, mais attends, on t'attendait plus tôt, quoi. Sergueï, vous êtes en Je suis URSS. voilà. En URSS, vous grandissez dans une sorte de Silicon Valley à 40 km de Moscou. C'est ça. C'est-à-dire que vos parents font quoi dans la vie à ce moment-là Mes parents on est pendant la guerre froide. étaient ingénieurs. Donc, ils travaillaient dans l'industrie électronique, fraîchement créée. Donc, en fait, il y a une petite ville à l'extérieur de Moscou qui s'appelle Zelenograd, la ville verte. En fait, c'est comme les nouvelles villes des années 50-60. En fait, c'est les tours HLM, mais avec tout au milieu des bois. Donc, tout est beau. Il y a des cinémas, il y a des théâtres, C'est pas l'image que nous, on a de l'Union soviétique. Non. Et en fait, cette Silicon Valley travaille, bien évidemment, pour le complexe militaro-industriel. Donc pour l'espace, pour tout ce qui est missiles, etc., etc. Du coup, on prend énormément soin des gens qui travaillent dedans. Donc on a tout. Dans les villages à côté, ils faisaient la queue pour acheter du pain. Nous, on avait tout. Alors, ce qui est fou, c'est que vous êtes un élève extrêmement brillant. À ce moment-là, prenez un air modeste, c'est moi qui vais le dire. Donc, extrêmement brillant. À 17 ans, vous rentrez dans quasiment l'équivalent de l'ENA chez nous. Ouais. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'au fond, déjà très jeune, vous êtes repéré. Tout à fait. C'est-à-dire vous êtes repéré par le KGB parce que vous avez un profil qui les intéresse. Mais ça, vous ne le savez pas encore. Tout à fait. Parce qu'en fait, dans cette école, je tombe sur quelqu'un qui est merveilleux. C'est une prof d'anglais. Ça commence pour moi vers 11 ans, en fait, vers 5e grade chez nous. Et ça se passe très très bien, en fait. J'apprends très très vite, je suis très doué. Ça m'intéresse énormément, en fait, la langue me plaît et tout. Et en fait, le KGB repérait tous les gens qui étaient doués pour les langues. Parce qu'on va voir plus tard que vous allez devoir vous faire passer pour un Allemand, un Français. Et donc, c'est vrai que c'est très impressionnant, d'ailleurs, votre absence d'accent. Ouais. Et donc, à quel moment ça va rentrer dans votre vie de manière très concrète? Donc, je rentre dans cette école. C'est l'Institut des relations internationales. Donc, en fait, c'est l'élite des élites. Et on nous prépare pour des carrières brillantes, pour la diplomatie, pour le commerce extérieur, pour le journalisme international. Et on sous-entend aussi pour le KGB. Parce que déjà, il y a les bruits qui commencent à courir. Hein. Parce qu'un quart des gens qui sont dans cette école, leurs pères sont les espions. Voilà, donc c'est un vivier pour les services d'espionnage. Donc on me donne à apprendre une nouvelle langue, le français. Et je tombe tellement amoureux de français que, bien évidemment, je commence à écouter les disques, à lire les livres, etc., etc. Et j'écoute RFI. Radio France Internationale. Radio France Internationale. Ils avaient un petit concours linguistique. Et en fait, j'écoute à un moment donné un truc, je parcours le dictionnaire et en fait, je trouve très rapidement ce mot. Maintenant, j'habite dans une ville secrète. En plus, je suis dans une école hyper fermée, élitiste, mais fermée. Donc, je suis bloqué. J'ai envoyé un télégramme international. Ça m'a coûté la peau des fesses. Et la semaine d'après, j'entends la réponse. Nous avons un Sergueï Janov qui habite à Moscou, qui nous a envoyé la réponse par télégramme, par téléx, ils ont dit, et qui a gagné un disque de Johnny Hallyday et un t-shirt de RFI. Mais il ne nous a pas donné son adresse. Donc, Sergueï, si vous voulez recevoir votre disque, envoyez-nous votre adresse. Waouh! C'est quand même, mais c'est pas changé que vous le racontiez comme ça, parce que pour un disque de Johnny Hallyday, vous allez être inquiété et menacé parce que c'est interdit de participer avec un concours. Disons de l'autre côté, quand même, du rideau de fer. Voilà. Comment faire? J'ai pas le droit.
Je vais à l'association France-Russe d'amitié entre la France et la Russie. Ce que je ne savais pas, c'est que cette association, c'était une couverture pour l'espionnage soviétique et pour le contre-espionnage. Donc j'ai été accueilli, bien évidemment, à bras ouverts. Et en plus, derrière, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait déjà une enquête de contre-espionnage qui était lancée, parce qu'au moment où je lançais mon télégramme, il y avait le service de contre-espionnage de Moscou était alerté. Et bien évidemment, il recoupe les informations. Et il y a d'autres services, en fait, qui disent, mais lui, on le connaît, ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'on le connaît, parce qu'il a gagné des concours, etc. Et pour nous, en fait, c'est un candidat dans l'espionnage. Mais moi, je ne le sais pas. Donc, à un moment donné, je vais dans mon université, je rencontre le doyen, et je lui dis, voilà, j'ai participé à un concours, comment je vais faire pour récupérer mon disque? Et d'abord, il dit, oh, génial, ça prouve que notre système d'éducation soviétique est merveilleux. Vous êtes, félicitations camarades, très très bien. On va démontrer aux Français que nous avons des élèves brillants qui peuvent gagner des concours. Bon, mais je dois quand même consulter le rectorat. Il revient 3 heures après, livide. Et il commence à me dire plus ou moins que dans 5 minutes, je vais aller en prison. Que j'ai trahi la mère patrie, que je suis devenu un espion pour le capitalisme international, que je me suis vendu pour un disque d'un chanteur capitaliste, Johnny Hallyday. Et donc, en fait, et là, j'ai peur, du coup. Et donc, après, il me dit, bah, rentrez chez vous, on va décider de votre sort. Bon, je rentre chez moi, je dors pas. Vous n'en parlez à personne? Je parle à personne, donc je dors pas, je passe une nuit blanche, je rentre le lendemain à l'Institut. Et donc, en fait, on avait une conférence dans un auditorium. Et 15 minutes après, il y a le doyen qui tape à la porte, qui ouvre. Donc, il y a un silence qui s'installe. Et il dit, « Monsieur Ernov, avec vos affaires, sortez. » Et je sors dans un silence de mort. Le doyen me dit, « On vous attend dans une demi-heure au rectorat. » Quand je rentre dans le bureau du vice-recteur, je me sens comme ça. Hein. Je suis tout petit, lui, il est à l'autre bout, il est tout petit aussi, mais il est derrière un énorme bureau. Et il y a une deuxième personne qui est avec lui, qui est habillée comme un étranger. Si je le rencontrais dans la rue, j'aurais dit un Américain, un Français, un étranger. Le vice-recteur me dit, voilà, approchez, je vous laisse avec ce monsieur-là. Monsieur s'installe à sa place, derrière le bureau, et de sa veste, il sort un carton rouge. Il dit, voilà, je suis colonel du KGB. Et il me dit, voilà, racontez-nous comment vous avez trahi la mère patrie avec cette histoire de concours impérialiste, qui vous a donné l'idée, pourquoi vous avez fait ça, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc ça ressemble à un procès, alors qu'en fait c'est un entretien d'embauche. Voilà, donc on va oublier cette histoire de disque, hein, et donc on vous propose de rentrer dans le service d'espionnage. Donc en fait, vous devez prendre votre décision dans un moment d'incroyable soulagement. Tout à fait. On a joué un peu avec vos émotions. Mais là, je passe à l'envers. Ça veut dire que non seulement je suis soulagé, mais d'autre part, on me propose une carrière qui est plus intéressante et plus brillante à tout ce que je pouvais m'attendre. Mmh. Et donc, bien évidemment, en fait, pour moi, c'est immédiatement oui. Donc, dans les deux cas, dans votre cas particulier, on voit qu'il y a une enfance, on va dire, difficile, pour prendre un mot générique, avec effectivement un CV qui s'est fabriqué tout seul, et puis vous avez une forme de loyauté envers des gens qui représentent la justice, le droit, la police, parce que vous les avez trouvés humains, et donc à un moment donné, vous avez la sensation que vous allez servir, au fond, pour lutter contre des crimes. Et dans votre cas, donc on voit qu'il y a une forme de conditionnement, parce que vous êtes dans un univers très fermé. Mais et puis on va vous faire peur à un moment donné, on va vous vous allez être rejeté de ce système, et on vous dit non, tu n'es pas rejeté, tu deviens le numéro 1. Ouais. Vous qui avez donc rencontré 9 espionnes, finalement, est-ce que ça ressemble à ce qu'on a entendu, ou est-ce qu'il y a encore d'autres situations ? En fait, je dirais qu'il y a 2 situations types. Donc moi, toutes les femmes que j'ai rencontrées ont travaillé justement dans ces années de guerre froide, puisque pour qu'elles acceptent de parler et de me raconter vraiment des choses, il fallait qu'elles soient à la retraite. Donc elles ont toutes travaillé dans les années 70-80.
Et en fait, à l'époque, c'est amusant parce que j'ai rencontré Jonah Mendes, notamment, qui est l'épouse de Tony Mendes, qui a inspiré le rôle d'Argo, Ben Affleck, dans le film Argo. Et en fait, elle me dit qu'elle ne savait même pas ce que c'était que la CIA à l'époque, parce qu'il n'y avait pas tous ces films, etc. Et que, en fait, c'est son compagnon d'alors qui en faisait partie et qui, par cooptation, l'a fait rentrer. Et en fait, c'était le cas également pour une des Françaises que j'ai rencontrées, pour une des Russes aussi. Et souvent, les services, en fait, c'était plus simple pour eux lorsque leurs officiers de renseignement trouvaient une épouse. Après enquête, si la femme était validée, c'était plus simple qu'elle parte avec lui à l'étranger, parce que du coup, lui n'allait pas être soumis à des tentations et donc à des chantages. Et puis, elle allait comprendre les horaires un peu chahutés de son mari. Et en plus, on était sûr qu'elle était fiable, puisque c'était la compagne d'un... Donc, on entrait souvent quand on était une femme, donc, comme ça. Après, certaines les femmes que j'ai rencontrées ont été repérées. Par exemple, l'Israélienne qui a travaillé pour le Mossad, elle était hôtesse de l'air, sauf qu'elle parlait 5 langues, qu'elle était très très forte en plongée. Et en fait, elle avait un profil qui correspondait à la mission. Elle devait être manager d'hôtel dans un faux hôtel. Enfin, c'est une longue histoire. Mais voilà, elle a été repérée. Et est-ce qu'il y avait un avantage à être femme quand on est espionne? D'abord parce qu'il y a un cliché, on les imagine très séduisants, utiliser leur charme pour obtenir des informations. Au-delà du cliché, il y a quoi? Alors déjà, le cliché, donc toutes ne sont pas des femmes sublimes et aucune n'a couché pour collecter des informations. Enfin, au contraire, c'est une faute, hein, puisqu'on peut être victime de chantage, de manipulation si on couche dans le cadre de son travail, quoi. Donc ça n'est pas du tout... Et vous nous direz effectivement, vous nous direz en quoi c'est un danger finalement de tomber amoureux quand on est espion? Le danger, c'est ça. Ça veut dire que lorsque vous tombez espion, vous échappez au contrôle. Donc, en fait, pour nous aussi, on avait l'obligation en fait, de mariage. Sauf pour le service des illégaux, parce que justement, les illégaux ont supporté quelqu'un qui rentre au service, qui soit célibataire, pour après lui proposer quelqu'un qui va l'accompagner, parce qu'il y a non seulement en fait le partage de la vie commune, mais la femme va souvent chez nous aller en fait exécuter les missions auxiliaires. Si monsieur est un espion, la femme va être chiffre, va être radio, va l'aider. Mais l'avantage de la femme, en fait, c'est que comme il y a des clichés par rapport à James Bond à cette époque-là. Oui, parce qu'en fait, on les soupçonne moins. Oui, on les soupçonne moins. Et encore aujourd'hui, en fait, comme dans l'imaginaire collectif, et ça, c'est assez mondial, un espion est plutôt un homme. Une femme a l'avantage de genre on l'imagine moins. Moi, se méfier de l'hôtesse de l'air, par exemple. Voilà. Il y a un autre avantage pour les agents de terrain, c'est en fait d'avoir une grande diversité au sein de leurs équipes. Par exemple, si vous voulez obtenir des informations de la part de... Je vais prendre un exemple assez actuel. On soupçonne quelqu'un de vouloir commettre un attentat de type islamiste. On se dit que peut-être que la mère de cet homme a peut-être des informations et on sait que ça la contrarie beaucoup, en fait, que son fils s'oriente vers cette voie-là. On va chercher dans son équipe qui est le plus susceptible d'entrer en contact avec cette femme et de la faire parler. Et peut-être qu'à ce moment-là, c'est utile d'avoir dans son équipe différents profils, et notamment une femme qui naturellement rentrera en contact avec à qui elle parlera peut-être plus facilement que si un homme au profil militaire vient toquer à sa porte et lui dit « Bonjour madame ». Il y a par exemple aussi, vous avez des filatures. Et donc, en fait, nous, quand on est espion, donc on est filé, donc on repère un tout petit peu les gens qui sont susceptibles de nous filer, et on se méfie psychologiquement plus d'hommes que de femmes. Et donc, du coup, les services de contre-espionnage, des fois, ils prennent des petites mamies de 60 ans, leurs retraités, avec leur tricot, et ils sont meilleurs à la filature que tous les hommes. Après cette rencontre, on va tous devenir très paranoïaques. C'est normal. Christian, on se rappelle que pour infiltrer des milieux mafieux, vous allez devoir vous faire passer pour un délinquant auprès de délinquants. Moi, mon souci, c'était de ne pas me faire piéger que je sois considéré comme un porte-flingue, par exemple. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous êtes cantonné à cette mission-là et vous sortez plus. Pour pouvoir avoir les informations qu'on cherchait nous, il fallait absolument que je monte jusqu'aux décideurs. C'est des gens qui appréciaient que je ne boive pas, que je ne sorte pas en boîte de nuit,
Voilà, il fallait que je sois Alors, quelqu'un les de gens de lambda. qui on parle du coup? Parce que moi je m'embrouille. On parle des services Du secrets. milieu, on parle du On milieu. parle du milieu dans lequel vous êtes. Ouais, je parle Dans le milieu du- des gangsters, on apprécie que vous ne buviez pas. Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier qu'arrivé à un certain moment dans le milieu ou dans la mafia, on n'est plus c'est ce cliché de bandit mal rasé qu'on voit un peu partout. C'est le même système. On arrive en col blanc, où c'est des affairistes, on est dans des bureaux, on est à Monaco, ou on est en Italie. Il fallait absolument que je passe au-dessus de tout ça. Parce que votre objectif, celui qu'on vous a fixé, c'est Le premier objectif, c'était de remonter un maximum de filières d'armes. Donc j'avais un souci, c'est qu'il fallait que j'achète des armes un petit peu partout, surtout la filière italienne. Ça se passait très bien parce que mes clients, c'était la direction centrale. Donc je livrais et j'avais jamais de retour ou d'histoire de police ou d'arrestation. Mais Donc, les mafieux ne se demandent pas à qui vous écoulez ces armes. non, parce qu'on ne se pose pas de questions, on parle pas. Moi, j'ai jamais demandé... vous savez, alors là, Sergueï connaît bien. La meilleure façon d'obtenir un renseignement, c'est de ne pas te poser de questions. Les gens se sentent obligés à terme... Alors, c'est la patience. Je suis foutu, moi, j'arrête pas de poser des questions. Non, mais moi, j'ai jamais rien demandé à personne. J'ai toujours laissé les gens venir à moi. C'est comme ça qu'on fonctionne. S'il prend une part active dans l'approche de la cible, il peut être repéré. On va dire, oh, lui, il file un mauvais coton. Tandis que il est là, il s'entoure des gens qui vont le mener vers vous. Et ces gens-là, à un moment donné, vont lui demander des services. Et à ce moment-là, lui, il est là. Et on va l'amener sur le plateau vers sa cible. Mais alors, par exemple, prenons cet exemple-là, vous devez vous approcher d'une cible. Votre objectif, c'est que l'entourage de cette personne dise « Oh là là, il faut que tu rencontres cet homme ». Et donc, vous faites quoi pour qu'on ait envie de vous rencontrer? Je fais tout pour pouvoir le rencontrer. Je refuse les rendez-vous. Je fais tout pour pouvoir les rencontrer, les gens. J'ai aucune raison de les rencontrer. Et en plus de ça, moi, je sais que les gens... La personne... Par exemple, quand je suis arrivé sur Marseille, très, très vite, on m'a mis à la disposition d'un avocat, qui était l'avocat du milieu marseillais, de la Camorra, à l'époque. Donc vous donnez quoi? Vous donnez son chauffeur à ce moment-là, ça? Je deviens son chauffeur, son porte-flingue. Je deviens son binôme, en réalité. C'est des gens qui sont assez spéciaux, quand même. Je deviens son binôme. Moi, mon intérêt, c'est de lui donner de l'information. Mais il faut que j'existe et que la meilleure façon de ne pas se faire tuer, c'est de faire comprendre qu'on n'est pas tout seul. Quand vous commencez à appartenir à une organisation et qu'on commence à faire comprendre que si on me touche moi, il y en aura un autre qui arrivera derrière, on rentre mafia contre mafia. Nous, donc, on avait créé tout un système à la direction centrale où on a créé un personnage qui s'appelait à l'époque Pierre Dienner. On l'a fait exister d'abord à la place Beauvau, parce que le plus gros souci aussi que j'avais, c'est qu'en étant dans la mafia, il y a des corrompus partout. Aussi bien à la DCRG que dans la police nationale, Donc, que chez les pompiers, n'importe où. Parce que c'est un jeu, mais enfin, l'enjeu, c'est quand même si je veux pas me faire tuer. C'est ça. Ouais, C'est pas rien comme phrase. C'est ça. Ouais. Ouais. Moi, ça m'est arrivé, je sortais d'un des avocats de la mafia à Nice, qui était Place Masséna. J'étais avec des grands patrons corses et puis les représentants de la Camorra. Et l'avocat dit tu t'appelles pas comme ça, c'est pas ton nom. Devant tout le monde. Devant tout le monde, oui. Devant tout le monde. Et il me dit je suis convaincu, je suis en train de chercher, mais je vais savoir qui tu es et exactement ce que tu représentes. Vous vous rappelez ce que vous ressentez à ce moment-là? Ah, c'est une belle partie. Je suis désolé de vous le dire. Casino Royal. Moi, je dois partir à pied pour rejoindre prendre ma voiture dans le parking du casino. Et il y a un gros ponte qui m'appelle, me dit non, monte avec nous. Monte avec. C'est là que la partie commence réellement là. Et quand il me faut monter devant. Et là, ça devient plus chaud. Et on descend la promenade des Anglais, et on fait le tour de la promenade des Anglais. Et il est 9h du soir, il fait hyper beau, on me questionne derrière, et heureusement, j'ai mon CV. C'est mon CV qui me sauve. Votre histoire. Mon histoire. Et quand je suis dans la voiture et qu'on me pose des questions, à un moment, il faut que je tranche. Et je dis, mais on est à 1h30 d'Aix. On va voir les patrons d'Aix. Ils vont vous dire qui je suis. S'il y a le moindre problème, ils vont dire qui je suis. Ouais. Et ils sont derrière, on continue. Puis à un moment, il dit au chauffeur, bon, arrête-toi. Puis il me dit, tu peux descendre. Je suis resté assis 2 heures sur un banc. J'ai besoin de... Si je ne monte pas dans la voiture, c'est que je reconnais qu'il y a quelque chose. Si je ne monte pas dans la voiture, c'est que tout ce qu'on a fait pendant des mois tombe à l'eau. Vous sentez en danger, là?
Ah ouais, là, je joue, là. Je joue, Et là. quand vous dites je joue, ça veut dire que cette adrénaline existe, mais que vous avez une accoutumance à l'adrénaline? Oui. Moi, vous savez, le premier coup d'adrénaline que je l'ai eu, c'est quand j'ai vu ma mère tracer à la craie par terre. J'ai compris qu'il se passait quelque chose et que ma vie avait changé. Vous aviez 9 ans. Ouais, j'avais 9 ans. Moi, je suis primaire dans ma façon de concevoir. Je sais que la vie est un jeu. Dans le métier que j'ai fait, j'ai connu des gens qui sont morts pour bien moins que ça. Donc, je me dis que quand on décide une partie, il faut l'accepter jusqu'au bout. Moi, quand j'ai été recruté pour entrer dans la première brigade anti-mafia qui avait été montée par Jox, et que j'ai fait comme toi, t'es convoqué et t'as ta réunion, et là, on te questionne de tout, avant de te proposer la place, la situation. Et je me retrouve avec mon nouveau patron à la DCRG, et au bout de 5-6 heures de conversation, il me dit, bah voilà, on vient de créer une cellule secrète pour décider d'infiltrer la mafia en France, et on a décidé que ça serait toi qui serais la personne qui infiltrerait ces gens-là. Bah, pour moi, c'est le Graal. C'est la mission des missions, c'est ce que tout agent L'État cherche. français vous choisit. Ouais. Et donc c'est une forme de... Et puis la confiance. Et moi, quand je sors de cette réunion, je suis à la Madeleine, on est en plein hiver. Pour moi, je suis mort. Je suis mort parce que on a toujours ce cliché de la mafia qu'on voit dans les films, qu'on voit un peu partout. Tous ceux qui touchent la mafia s'en sortent pas. On va aller te chercher au bout du monde. Donc, je reste sur ces clichés-là. Et la seule réflexion que j'ai, c'est que je me suis dit, bon, là, tu vas pas passer. On va aller jusqu'au bout. Tu vas aller jusqu'au bout. On va pas passer. Mais par contre, je me suis acheté un caveau. Voilà, je suis allé à Argenteuil et je me suis mis un caveau en place quelques jours après, de façon à ce qu'il s'il m'arrive quelque chose, j'embête personne et on me plie. Vous avez des formules incroyables. Non, mais... Jette une tombe comme ça, c'est fait. Non, mais... Incroyable. Mais attendez, et donc du coup, la question du relationnel, parce que donc, on a compris qu'émotionnellement parlant, vous êtes quelqu'un presque d'aguerri, très très jeune, sur ces charges émotionnelles. Et alors on suppose qu'il y a forcément de l'affect, de l'attachement, le syndrome de Stockholm dont on parle, où on s'attache finalement même à ceux qui nous prennent en otage. Donc, comment vous gérez ça? Moi, j'ai très vite compris, étant gamin, de mes histoires de Pigalle, de tout ce que j'ai pu rencontrer, et en prison, que tous les gens que j'ai croisés, tout ce grand milieu qu'on idolâtre, qu'on encense, c'est que pour le fric et avilir les gens. C'est que ça. Certains arrivent à une certaine puissance où ils se croient intouchables. Moi, j'ai été devant des patrons mafieux où ils étaient en train de parler de ce qu'ils allaient acheter et tout, et ils me demandaient à moi ce que j'allais faire de mon argent. Et moi, je les regardais, je les rêvais. Je savais que j'allais me les bouffer. Donc voilà, moi, je me levais pas pour l'argent le matin. Non, parce que vous étiez salarié de l'État français. J'étais salarié de l'État français. Et donc, votre salaire, c'était quoi? À l'époque, je devais gagner l'équivalent de 2 500 €. Que les patrons de la mafia dépensent en une soirée devant vous. Ouais, même pas. Ouais, ça aurait été peu. Et donc, sur la question de l'argent, la question des tentations, par exemple? Moi, j'ai toujours privilégié les gens. Bien sûr qu'une Rolls ou un palace, il y en a qu'en rêve, mais il n'y a rien dans tout ça. Y a rien, et quand vous dites qu'il n'y a rien, surtout, c'est que vous avez conscience assez vite que tous ceux qui sont extrêmement puissants, à un moment donné, ça se finit en drame. Et puis ça n'existe pas, la puissance. On démonte qui on veut. On est puissant que tant qu'on veut bien que vous soyez puissant. Moi, si je fais mes carnets d'adresses, j'ai un cimetière. Bien sûr, tous ceux que j'ai connus qui pensaient révolutionner le milieu, la mafia, le monde, être multimilliardaires, ils sont tous morts aujourd'hui. Mais c'est obligé. Ceux qui pensaient en faire partie. On va continuer évidemment ce récit. Alexandra, je vous ai vu réagir plein de fois. Qu'est-ce que vous sentez quand vous entendez tout ce qu'il est en train de raconter, votre père? C'est hallucinant. C'est hallucinant. Après, bon, moi, j'ai pas vécu les choses de la même manière. Enfin, je l'ai pas vu tout ça. Donc bon, après, on en reparlera. Vous disiez que votre père était maçon. Oui. C'est ça qu'on vous avait demandé de dire. En fait, quand on remplit les fiches scolaires, il m'avait déjà briefé où il me disait, bon, tu dis bien que papa est maçon, tu dis bien que maman est secrétaire, et puis et tu dis rien de ce qui se passe à la maison, quoi. Donc tu m'avais bien briefé. C'était moi mon plus gros problème, c'était de protéger ma famille. Donc. Moi, ça m'est arrivé un jour où il y a eu une embrouille entre plusieurs personnes, entre deux équipes, et ils sont partis du principe que c'est moi qui devais régler le problème. Ils me demandent pas mon avis, ils me téléphonent et puis ils me disent où tu es, on vient. Et une nouvelle fois, je peux pas dire non.
Je peux pas dire non. Et là, j'ai ma fille qui doit avoir à l'époque 7-8 mois ou 1 an, et j'ai ma femme qui pense que je suis dans un milieu très dur. Et donc, je suis obligé... Parce que pour votre femme, vous faites quoi dans la vie? Pour ma femme, j'étais le chauffeur d'un avocat. Je faisais un petit peu tout pour un avocat, quoi. J'étais une sorte de majordome. Et là, j'ai pas de solution, donc je vais dans mes affaires. Moi, je prends un pistolet mitrailleur, mais il faut que j'apprenne vite à ma femme comment ça fonctionne, un calibre. Et j'ai dit, tu te mets dans la chambre, je vais recevoir 2 personnes, si tu entends tirer, tu tires à travers la porte. Ça va les faire dégager. Donc, c'est arrivé rarement, mais ça m'est arrivé 2 ou 3 fois. J'ai eu aussi mon fils où des gens pensant que j'étais dans le milieu et que j'étais à très haut niveau dans la drogue ont su que j'avais mon fils en vacances et sont venus chercher mon fils avec sa nourrice. Donc là, j'ai passé 2 jours très très durs. Des gens d'ailleurs, ils font partie de quel camp, eux? Qui sont dans le milieu de la drogue. Ils se rançonnent tous, ils se volent tous. C'est aussi un trafiquant court autant de risques qu'avec d'autres trafiquants. Et moi, quand ils prennent ma nourrice et mon fils, je suis tout seul pour la jouer. Alors, j'ai du monde autour de moi, évidemment. Mais là, il n'y a plus d'histoire de police, il n'y a plus d'histoire d'amis dans le milieu parce que je ne sais même pas d'où le coup vient. Mais il faut que j'aille chercher mon fils. Donc, je mets 2 jours, on attrape le mec sur la promenade des Anglais. Vous avez vu le geste, le langage corporel? Oui, ouais. Là, je me remets. Là, je peux vous garantir que je me remets en question. C'est-à-dire? Je me pose la question de savoir jusqu'où je peux aller parce que je suis pas tout seul. Et qu'arrivé un moment, il faut que je pense aux autres, quoi. Et surtout les gens que j'aime. Moi, c'était devenu. On est à 24 sur 24. J'avais pas de congé, pas de vacances. J'étais arrivé à un moment où je m'occupais de la sécurité et la protection des mafieux à Monaco. Après, quand on a monté le siège social des casinos sur la Côte d'Azur, il faut que je m'assure que les techniciens qui vont descendre de Paris puissent venir brancher les bureaux, qu'ils ont fait une location d'un appartement à côté pour pouvoir prendre au téléobjectif et puis les écoutes. Donc c'est du 24/24. Et moi, il faut que je m'assure, pendant que les techniciens viennent, que les gens qui sont au siège de cette entreprise ne se pointent pas à 9h du soir pour discuter dans les bureaux. Sergueï, je vous ai vu plusieurs fois comme ça avoir la sensation que ça a résonné avec votre histoire. Ça résonne tout le temps parce qu'en fait, on retrouve les mêmes schémas, même si le service classique d'espionnage, c'est pas le banditisme. En fait, un espion classique, c'est un journaliste. C'est un journaliste ou un diplomate qui va chercher plutôt les informations. Donc, on travaille plutôt dans les salons. On ne porte jamais de flingue, on ne porte jamais d'uniforme, on ne rencontre jamais de grands bandits. Mais en même temps, c'est le même fonctionnement. Ça veut dire qu'on cherche les gens qui sont carrés, qui sont moraux, qui ont des repères, qui sont bien dans leur tête, qui résistent à tout, et on leur fait faire des trucs dégueulasses. Alors, dans votre cas, évidemment, il y a plein de rebondissements, presque on va dire un pas en avant, 2 pas en arrière. On va démarrer en 87. Je sors de l'école, j'ai fait déjà 3 ans. Tout en faisant 3 ans, j'avais déjà la vie, triple vie, parce que je faisais l'école officielle du KGB, mais j'ai été suivi par le service des illégaux, qui est un service très particulier dans le système, à l'intérieur du système d'espionnage. Ce qu'on appelle les illégaux, c'est que vous allez ensuite vous faire passer pour un Allemand en Allemagne, pour un Français en France. C'est ça. C'est ça qu'on appelle les illégaux. En fait, c'est un terme technique, un peu technique. Ça veut dire que on distingue les espions légaux et illégaux. Les légaux, c'est les gens qui ont la couverture officielle de leur pays. Ça veut dire que vous avez les ambassades, les consulats, vous avez l'immunité diplomatique. Alors, si vous travaillez à l'ambassade, vous avez l'immunité diplomatique et ce n'est pas la moindre des choses. Ça veut dire que si vous êtes pris, ce qui peut vous arriver de pire, vous êtes expulsé. C'est peut-être moins romanesque, moins romantique, mais ils sont couverts et ils risquent rien. En revanche, vous avez les illégaux, c'est les gens qui sont sur le terrain, sous la couverture profonde. C'est donc la couverture comme la tienne, en fait. C'est vous jouez un vrai personnage. Donc, dans mon cas, je pouvais jouer un Français, pas forcément en France, hein. Je peux jouer ça aux États-Unis. Et donc, à ce moment-là, vous êtes seul sur le terrain. Si vous échouez, vous risquez 20 ans d'emprisonnement en France, ou 30 ans aux États-Unis, ou dans certains pays, la peine de mort. Donc, on joue notre vie.
Moi, j'ai découvert en rencontrant donc, des Russes à Moscou Oui. que c'était vraiment une des spécialités du KGB, C'est ça. que de justement vous former à devenir quelqu'un d'autre. Ouais. Et en fait, contrairement à d'autres services qui apprennent aux gens à uniquement jouer le jeu le temps d'une opération, fait semblant d'être un Allemand le temps de... Voilà. Les Russes apprenaient aux gens à devenir quelqu'un d'autre. Et c'est exactement la formulation qu'a utilisée Ludmila, que j'ai rencontrée là-bas. Et elle, en fait, elle a rencontré son futur mari à 19 ans. Elle ne savait pas qu'il faisait partie du KGB. Juste avant leur mariage, il lui a révélé. Le KGB était d'accord donc, pour qu'il se marie. Et donc, elle a été reçue au KGB. Ils ont validé son profil et ils lui ont dit « Bon, maintenant, on a besoin que vous deveniez allemande. » Et donc, elle est partie pendant 2 ans, toute seule en Allemagne. Elle s'est trouvée un job d'infirmière, un logement, etc. Elle a appris l'allemand. Elle est devenue cette Irma qu'on lui avait demandé d'être. Et ensuite, la mission finale, c'était qu'ils aillent aux États-Unis en tant que couple. Elle était allemande et lui argentin. Et ça, c'était pour dans des années plus tard. Ouais. Ensuite, ils sont partis en Argentine. C'était l'étape 2, donc avec faux papiers, etc. Ouais. Où là, ils ont été patrons de bar. C'était la vie que le Ils KGB se leur sont avait mariés choisie. là-bas. Non, ils s'étaient mariés avec un vrai mariage d'amour Ouais. à Moscou. Oui, tout à fait, oui. Par contre, ils ont fait un vrai faux mariage à Londres parce qu'apparemment, c'était plus simple d'avoir Ouais, des peut-être. papiers. Ouais. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle m'a montré la vidéo de leur vrai faux mariage à Londres qui donc était Oui, estampillé. des vrais faux amis. Voilà. Qui a ce mariage? Non, mais ce qui est super, c'est qu'ils ont tourné une vraie vidéo avec le gros plan sur les alliances, le mari qui attend sa femme, qui a la jolie robe, etc. Pour les Anglais, c'était un vrai mariage, les papiers sont vrais, etc. Sauf qu'eux étaient déjà mariés et jouaient la comédie voilà, pour se créer cette légende et C'est pour ça. montrer à leurs amis en Argentine qu'ils s'étaient mariés en Angleterre. Et eux cherchaient à identifier les anciens nazis qui étaient réfugiés en Amérique du Sud. Ouais, il y en a beaucoup. Hein. Oui, il y en avait beaucoup. Mais en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est que le KGB avait décidé de leur vie. Et l'opération durait la durée de leur vie. Une existence C'est ça. entière. Est-ce que vous pouvez nous donner des situations que vous avez vécues et notamment des exemples d'objectifs, d'enjeux? Nous, ce qui nous intéresse, c'est la politique des pays du monde par rapport à notre pays, à nous. Ça veut dire, nous, on fait manipuler les gens pour appliquer une politique en faveur de la Russie et on doit recruter des cibles à l'intérieur de l'appareil politique, économique, Du pays en journalistique du pays en question pour nous donner des informations, des décisions qui sont prises pour la plupart du temps envers notre pays. Ça, c'est l'objectif principal de notre pays. Du temps de l'Union soviétique, c'est un pays qui en fait était très endetté, qui était qui avait des difficultés de développement économique et scientifique et technique. Et donc, en fait, il y avait la moitié de notre espionnage qui était en Occident pour voler vos secrets. Souvent dans les trucs militaires. Mais, donc ça, c'est les objectifs. Mais les petits objectifs, le service d'espionnage, des fois, c'est des trucs absolument minuscules. En fait, on vous envoie en mission dans un pays, donc c'est super compliqué parce que vous devez sortir de l'Union soviétique avec un passeport soviétique. Vous arrivez en Bulgarie, vous êtes soviétique. Là, vous rencontrez quelqu'un dans un appartement comme ici, dans une maison cachée où personne ne sait comment ça se passe. On vous donne un autre passeport. Vous devenez un Bulgare qui sort de Bulgarie en Autriche. Vous arrivez en Autriche, on vous donne un autre passeport, vous devenez un Français qui va partir en France via, je ne sais pas, Amsterdam. Vous arrivez sur place et votre mission, en fait, c'est des fois prendre une enveloppe et la poster. Mais tel jour, telle heure, à telle rue. Et la majorité d'espionnage, c'est ça. Donc du coup, dans toutes ces situations-là, on suppose qu'il y a une forme de solitude. Oui, en fait, lorsqu'on est dans ces métiers-là, et en réalité, c'est pas un métier, en fait, c'est des vocations. On est comme des moines, on est tout seul face au danger qui est en face. Après, on a des moyens, on a des gens qui nous entourent, on peut sympathiser avec les adversaires, on peut sympathiser avec nos partenaires, mais on est toujours tout seul. Et on a un maître à penser, un contact. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et moi, je dirais qu'en fait, cette vie-là, lui, il a eu de la chance parce qu'il a fondé la famille un tout petit peu avant d'entrer dans le truc. Moi, en fait, mon histoire m'a prouvé que la vie d'espion est incompatible avec la vie de famille. Parce que justement, lorsque vous êtes sur le terrain, vous allez penser à votre femme, à votre enfant, etc., etc. Et en fait, ça, c'est un truc... chez nous, en revanche, ce qui se faisait dans le service voulait que vous soyez mariés,
que vos femmes et vos enfants restent dans le pays parce que c'est un moyen. En fait, ils sont pris en otage. Comme ça, si jamais vous avez une tentation, si jamais vous êtes dans la situation de trahison, vous avez la balance dans laquelle il y a la vie de votre famille. Ouais. Comment vous l'avez vécu, ça, précisément? Parce que, encore une fois, vous avez fait ce choix, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est la vie qui l'a fait pour vous, mais en tout cas, d'itinérant, de nomade, vous changez d'identité, vous êtes là pour toutes les missions qu'on vous demande, vous avez une conviction. Christian a dit qu'il avait la sensation de lutter contre la criminalité. Vous, votre moteur, c'est quoi? C'est exactement ça. Ça veut dire qu'en fait, on retrouve dans le service devient votre famille. Votre vraie famille, et vous créez un lien d'amitié très profond qui peut être remplacé, même le lien familial qui existe. Et donc, d'un côté, et de l'autre côté, bien évidemment, dans mon cas, nous, on était quand même embrigadés dans tout ce qui était communisme. Déjà tout jeune, j'ai été colonel dans la jeunesse communiste. J'étais responsable de 1400 personnes dans mon école. Vous aviez quel âge? Donc, j'avais 14 ans. Donc c'est un conditionnement. Et c'est un conditionnement complet. Voilà. Et pour moi, à l'époque, j'ai commencé à lire la littérature dissidente. Donc j'ai lu des livres comme Solzhenitsyn, Archipel de Goulag, des trucs comme ça, qui ont démontré que notre service, c'est un truc dégueulasse. Staline a tué plus de soviétiques que Hitler. Et c'est notre service qui était chargé de faire ça. Et ça, vous n'en étiez pas conscient avant de dire ça. Et donc j'ai découvert ça, je commence à réfléchir, mais attendez, mais qui je vais servir en fait? Et je vais servir la patrie, mais je vais en même temps servir ce genre de service. Et puis, pendant la formation, ils vous disent quand même que vous serez amené à voler, à manipuler les gens, à les pousser à commettre des crimes, des délits, etc. Donc, à un moment donné, vous dites qu'est-ce que je vais faire là-dedans. Et donc, j'ai eu un doute et j'ai dit non. Et j'ai dit non au service. Au début, ils vous disent « OK, il n'y a aucun problème, c'est ton choix ». Bon, le service, il me met dans une sorte de placard. En fait, c'était à la sortie de l'université. Et eux, ils vous relancent tous les mois. Au bout de 6 mois, j'ai craqué. Je dis « Oui, OK ». Alors, dans votre cas, Sergueï, puisqu'on reprend la formule, dans mon cas, en fait, vous êtes devenu qui? En fait, moi, je devais partir donc tout seul de l'Union soviétique avec une légende, je ne sais pas, un Français ou un Allemand ou un Argentin, peu importe, s'installer dans un pays et me trouver une femme qui n'avait rien à voir avec le KGB. Me marier avec elle parce que, du coup, elle, c'était une native du pays, donc du coup, ça donnait encore plus de véracité à ma légende. Et quand vous parliez de manipulation, par exemple, vous voulez dire quoi, au fond? Par exemple, vous avez ce but de voler les secrets à l'Élysée. Donc, pour approcher ces buts-là, il faut recruter les gens qui travaillent à l'intérieur. Les personnes les plus faciles à recruter, c'est les secrétaires. C'est le petit personnel. C'est la balayeuse qui va balayer chez le président de la République parce qu'elle gagne le SMIC, ou peut-être un peu plus, mais guère, qui peut avoir des problèmes financiers, et si elle est seule, en plus. Donc, elle est au niveau de psychologie émotionnelle, elle est en mal, donc elle est vulnérable. Donc, à ce moment-là, je l'approche, et je fais une histoire d'amour. Je rentre en relation amoureuse avec elle, pour le mieux. Et après, à un moment donné, je lui dis, puisque tu nettoies le bureau de président de la République tous les jours, voilà, j'ai une petite photo, en fait, j'ai pris un gage avec quelqu'un ou une histoire drôle, tu dois le déposer sur l'étagère du président de la République, c'est juste un petit livre ou un petit photo. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il y a une caméra ou un micro là-dedans, et donc toutes les conversations qui se passent dans ce bureau vont être enregistrées, etc. Voilà. Enfin, c'est le genre de... Donc, Sergueï, dans les yeux, ça vous est arrivé, même si vous ne pouvez pas parler des vraies missions, ça vous est arrivé dans votre vie de faire croire à quelqu'un que vous étiez amoureux juste pour obtenir quelque chose? Ouais. Plusieurs fois? 2 ou 3 fois, ouais. Et quel regard vous portez aujourd'hui dessus? C'est absolument dégueulasse. C'est abominable. C'est abominable. C'est dégueulasse. Mais de toute façon, on vous apprend, espion, c'est un métier où les gens, c'est un moyen par lequel... Et d'ailleurs, en fait, aux officiers traitants, par exemple, Christian, il a eu l'amitié avec les gens avec lesquels il travaillait. C'est souvent, ça arrive souvent.
Mais si les gens de l'autre côté, en fait, les officiers traitants, ils ne doivent pas avoir de sentiments envers leurs agents. Hein. C'est difficile. Il y en a même qui sont sacrifiés. Hein. Ouais, C'est-à-dire c'est difficile. Sans y citer de nom, moi j'ai des gens qui ont fait mon travail, qui ont été tués et qui ont été donnés par leur officier traitant. Pour des intérêts. Donc vous ne pouvez compter sur personne. Non. C'est-à-dire que vous avez vécu pendant toutes ces années-là dans un monde extrêmement friable où, de toute façon, c'est un jeu, pour reprendre un mot, mais en tout cas, il y a des enjeux très forts. Là, c'est des enjeux diplomatiques. Ouais. Vous êtes, de toute façon, des instruments. Ouais. On est des marionnettes. Ouais. Et en même temps, on utilise les autres personnes comme des marionnettes. Exactement. Mais, et c'est quand le pépin arrive qu'on sait vraiment si on était vraiment protégé ou pas. Si on était vraiment protégé ou pas. Moi, c'est quand nos pépins sont arrivés et que je me suis retrouvé, que je suis arrivé d'Afrique sur la demande de mon avocat en me disant non, maintenant on rentre dans le jeu, tu vas te découvrir. Me découvrir, oui, mais j'existe pas. Je n'existe pas. J'existe à condition qu'on me reconnaisse et qu'on dise qui je suis. Tout à fait. Et là, il y a un grand vide. Là, il y a un grand vide. Bah, ça s'est passé à un autre Français qui travaille pour les services de douane. C'est une histoire qui est connue, qui a été lâché pendant son service. Donc, en fait, il a fait la prison. Il a fait la prison parce qu'il est passé sous les yeux des Américains comme un trafiquant de drogue. Et donc, le service français n'a pas voulu le... Et donc, vous diriez aujourd'hui que vous avez la sensation vous-même d'avoir été manipulé. Pour les espions, vous êtes l'esclave du service. Le service décide à votre place de tout. Ça veut dire que tout devient un détail de l'histoire, une relation affective, des charges émotionnelles terribles, des peurs pour sa famille. Tout ça, c'est accessoire. Disons que si votre vie correspond aux missions qui vous sont attribuées, tant mieux. Si elle ne correspond pas, tant pis pour vous. Hein. Et à un moment donné, moi, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, l'Union soviétique par une histoire géostratégique, en fait, s'est cassé la figure. Le système du KGB s'est cassé la figure. Le Parti communiste s'est cassé la figure. Et c'est uniquement à ce moment-là que moi, j'ai pu quitter le service. Parce que les dirigeants du service craignaient pour leur vie. Et donc, du coup, ils laissaient partir les gens. Alors, Christian, vous allez me dire comment vous avez arrêté. Mais effectivement, Alexandra, il y a des millions d'enfants sur cette planète qui rêvent d'avoir pour père James Bond. Donc... Donc, c'est-à-dire qu'agent secret ou espion, si ça fait autant d'entrées, c'est que ça fascine. Et donc, la réalité, c'est quoi pour vous? La réalité, c'était quand même beaucoup d'absence. Après, moi, j'ai pas eu le même stress. Hein. Je veux dire, j'étais quand même bien, il m'a quand même bien protégé tout ça. Donc, je veux dire, officiellement, papa est maçon, maman secrétaire. Donc. Et vous écriviez maçon, mais vous pensiez quoi? Rien, parce qu'on m'a dit de dire ça. Si vous voulez, mes parents m'ont dit de dire ça. Je vois pas pourquoi j'irais à l'encontre. Et quand le matin, ils partaient au travail, ils partaient où pour vous? Des fois, ils partaient le matin, puis ils revenaient des jours après. Ou des fois, je le voyais pas pendant... Ça arrivait quelques mois, des fois. Bon, après, papa construit une maison. Enfin, il était sur un chantier. Voilà, il est sur un chantier. Papa va bien. Enfin, je veux dire, je pouvais pas remettre ça en cause en tant qu'enfant. On vous demande d'apprendre des numéros de téléphone par cœur. On avait, on va dire, comme un petit jeu, dans le sens où quand je partais le matin à l'école, il fallait c'était une personne bien précise qui venait me chercher le soir. Donc, si cette personne n'était pas la même, je ne devais pas la suivre. Votre crainte, évidemment, c'est que votre enfant soit enlevé. Donc, en fait, la consigne que vous donniez à l'enfant, c'est si c'est pas la même personne que celle qui t'a amené, surtout tu ne la suis pas. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai fait des missions où les gens qui m'entouraient et qui travaillaient pour moi dans le système, parce que j'étais arrivé à un niveau où j'avais des gens qui étaient très contents d'être avec moi et qui ne savaient pas qui j'étais. On a fait des missions au Maroc, on était en bateau où la personne était convaincue qu'on ramenait 2 tonnes de cannabis. Non, je partais au Maroc pour remonter tous les réseaux et faire tomber tout le monde. Il n'y aurait rien à l'arrivée, quoi, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Donc, je me servais aussi de ces gens-là, c'est-à-dire que quand il y avait des moments importants, j'y disais, tiens, il faut faire attention quand on va chez moi. Vous restez pas loin, quoi, vous vous occupez de ma fille. Ça m'arrivait aussi d'être invité. Et quelquefois, j'essayais d'éviter en permanence. Mais quand vous êtes invité chez un patron et puis qu'il dit qu'il faut venir en famille, on vient. Il se passe rien parce que là, on se retrouve dans une résidence. On se retrouve dans. C'est vraiment familial. Ça arrive 1 fois, 2 fois dans l'année, mais il faut être là par contre. Donc, il faut, ce jeu-là, faut le jouer, oui. Alors justement, Alexandra, vous disiez tout à l'heure, j'ai découvert ça à 20 ans. C'est quoi, quand votre père décide de publier ces choses-là? Oui.
Ouais. Bon, après, j'avais quand même quelques doutes. Si vous voulez, par exemple, j'avais peut-être 7-8 ans, je joue, on m'avait interdit d'aller dans certaines pièces. Puis au bout d'un moment, on dit, bon, je vais y aller dans cette pièce. Et puis je suis toute seule, j'y vais. Et puis bon, je découvre des tiroirs remplis d'argent, je retrouve des armes. Bon. Vous ressentez quoi à ce moment-là? Vous vous rappelez, vous êtes enfant? C'est bizarre quand même. Hein. Donc je referme tout et je m'en vais. Vous en parlez à quelqu'un ou à Pas du personne? tout. Pas du tout. Après, c'est vrai que, par exemple, quand j'avais fini ma journée d'école, on venait tout de suite me chercher, je rentrais de suite à la maison. Donc, j'avais pas vraiment quelqu'un à qui en parler, en fait. Donc... Les anniversaires, par exemple? Non, jamais. Enfin, c'était toute seule en famille ou avec des gens que je connaissais, mais c'était jamais, par exemple, avec des amis que je m'étais fait à l'école. Il y avait personne qui venait chez nous. Comme je devais absolument rien dire de ce qui se passait chez moi. Donc après, en grandissant, on se pose des questions, on se dit, peut-être qu'il a envie de fonder une famille ailleurs, peut-être qu'il y a quelque chose ailleurs, mais je m'imagine pas ça. Vous pensez qu'il a une double vie, même familiale? Ouais, ou quelque chose dans ce style-là. Donc du coup, ça cache quelque chose, mais quoi, on ne sait pas. Voilà, donc je me pose beaucoup de questions. Quand on est adolescent, on se pose déjà beaucoup de questions, donc j'ai pas de réponse et ça, je rumine un peu tout ça toute seule. Donc ça a été dur au bout d'un moment. Et tous ces secrets, du coup, ça crée une distance aussi. Un petit peu. Puis après, il était aussi souvent absent. Donc il y a quand même une distance qui s'est créée entre nous. Et puis, quelques temps avant que le livre sorte, enfin, on s'explique. Enfin, je lui explique mes souvenirs. Il m'explique à quoi ça correspond, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc aujourd'hui, quand vous écoutez votre père raconter cette vie extraordinaire, au sens étymologique, qui sort de l'ordinaire, c'est quoi la sensation? C'est de la fierté? Oui, c'est de la fierté, puis c'est quand même c'est mon histoire, elle est originale quand même. Donc quand je raconte, on va dire, avec mes yeux d'enfant, c'est un côté marrant. Ça l'est beaucoup moins pour mon père, c'est sûr, mais il a fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, tout va bien, donc je peux m'en permettre d'en parler de cette façon. Voilà, mais je suis très très fière. Alors, on a vu que c'était la chute du communisme qui avait presque libéré ou affranchi Sergueï. Ouais. Dans votre cas, comment s'est passé la fin de tout ça? La fin de tout ça, c'est toujours le problème côté police. Il y a une petite guerre qui s'installe à la direction centrale entre les patrons. Et moi, mon patron est le responsable du service action et le numéro 2 de la maison. Et la personne en face décide, par l'intermédiaire de la presse, de nous monter une cabale, de monter une opération. C'est-à-dire ce qu'on fait nous, il nous le fait à nous. Il se sert de tout ce qu'on est pour, dans une paire de vérités, construire un gros mensonge. Un gentil journaliste me déclare que je suis la chose du contrôleur X et que je suis chargé d'infiltrer depuis des années tout le système. Donc vous êtes grillé, comme on dit? J'ai un coup de bol parce que la veille au soir, j'étais avec tout le monde et si j'étais resté... Quand vous dites tout le monde, c'est la pègre? Ouais, j'aurais... Si le journal sort au moment où vous êtes avec eux... C'est la mort. Je pense même que ça a été mal calculé. Ils se sont trompés de 2-3 jours. Ils n'ont pas regardé la date de sortie du bouquin. On fait comme on fait d'habitude. Aussitôt qu'on a un problème, quand on est dans ce genre de métier, on appelle son officier, on se cale quelque part, on ne bouge plus, on disparaît. Et il me dit, t'attends, je te recontacte aussitôt pour voir ce qu'on va faire. Donc il me rappelle quelques heures après, et puis il me dit, tu pars pour l'Afrique. Donc on vous éloigne. Mais alors concrètement, quelle est la réaction de tous ces gens de la pègre lorsqu'ils l'apprennent? Vous vous sentez en danger à ce moment-là? Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu un moment dans ma vie, pendant 2 ans, où j'ai vécu comme un fugitif. Où j'étais armé. C'est difficile quand on est obligé d'être armé. Il n'y a rien de pire que d'être armé. Et surtout, on ne sait pas d'où vient la menace. Parce que côté pègre, j'avais l'habitude, c'est une sorte de marigot où j'avais l'habitude de baigner. Et puis je connaissais les gens qui pouvaient et ceux qui, en tout cas, qui avaient des grandes gueules, mais qui ne le feraient jamais. Maintenant, l'autre côté est beaucoup plus sournois. Attention, on est dans un autre monde. Vous finissez en fait divers. Ça s'arrête comme ça, l'histoire. Donc voilà, je me retrouve en Afrique pendant 1 an. Pour me protéger déjà, puis eux règlent leurs problèmes, parce qu'en fin de compte, moi je suis tombé dans une guerre des services qui a pris des proportions énormes, et moi c'était facile encore une fois pour moi, parce que moi j'étais, en dehors d'avoir été identifié par un journaliste, moi d'avoir été donné à un journaliste, même pas identifié, avoir été donné, j'avais encore aucune preuve matérielle en dehors de tout le travail qu'on fait. Attendez, parce que pendant des années, moi, j'ai fabriqué ce qu'on appelle les blancs RG, que je communiquais à mon officier. J'ai eu
quelque part l'esprit de dire attends Christian, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, garde un petit peu, garde quelques petites choses. Donc j'ai gardé des films de mission qu'on faisait, j'ai gardé mes blancs et tout. Des preuves au cas où on vous lâche. Voilà, des preuves. Et donc au bout de quelques mois, l'affaire en France se tasse après un scandale de plusieurs mois où les flics entre eux se tirent à boulet rouge. Un avocat parisien veut absolument me connaître et prendre ma défense et me fait revenir d'Afrique. Et c'est là que la meilleure défense, c'est le média. Et il m'a dit, on va tout de suite te mettre dans le média de façon à ce que tu découvres et tout. Et le deuxième problème, c'est que je rentre pour être confronté à des magistrats, parce que pendant un an, on est chargé. Et il faut qu'arrive un moment, j'arrive à expliquer, parce que c'est aberrant. Tout ce que vous avez fait d'illégal, c'était au nom et au service. Oui, mais j'avais pas la certitude. Moi, c'est que quand je rentre, voilà, j'ai mon officier qui m'appelle en me disant, quoi qu'il se passe, tu dis au magistrat de m'appeler, moi je reconnaîtrai. Mais ça suffit pas. Il faut que la direction générale, la direction centrale, comme vous, c'est pas parce qu'un officier dit qu'il est bien qu'ils vont reconnaître que vous êtes bien. S'ils décident que vous n'existez pas, vous n'existez pas. Et vous, c'est vrai, Sergueï, qu'on est assez étonné de votre liberté de parole, puisqu'en fait, vous racontez un mode de fonctionnement, tout un système qui s'est effondré, mais finalement, qui a réussi à renaître d'une certaine manière. Et donc... En fait, ma liberté de parole, c'est parce que j'ai rompu avec le service avec un fracas. Et donc, bien évidemment, c'est bien que vous le souligniez, tout ce que je vous raconte actuellement, c'est passible de la peine de prison à vie en Russie. Je suis un traître en vous racontant tout ça. Et pourquoi vous choisissez quand même de le raconter ? Parce que là aussi, c'est la même chose. En fait, Christian, il avait raison de le dire. À un moment donné, en fait, dans tous les métiers qui sont secrets, la meilleure défense, c'est la lumière. C'est la lumière, c'est d'être là, c'est de faire entre guillemets un coming out. Et donc, moi, je suis passé par là. Donc, moi, j'ai quitté le service en 92. J'étais super heureux. J'ai refait ma vie. Je travaillais à l'international, entre la Suisse, les États-Unis, la France, la Russie. Mais déjà, il y avait quelqu'un qui était un homme très volontaire et très grand homme d'État, en fait, il faut le reconnaître, Yevgeny Primakov, qui a été mis à la place, par Yeltsin, qui a été mis à la place du service d'espionnage, qui a commencé à reconstituer le service d'espionnage. Donc déjà, il a voulu récupérer le maximum de gens qui sont partis à l'extérieur. Donc ils ont commencé à me faire pression pour que je rentre dans le moule. Et à un moment donné, en fait, tous ces gens-là ont commencé à dire on va faire organiser une fuite et on va dire que tu étais un espion. Et j'ai compris que si je le disais pas moi-même, cette épée de Damoclès était jusqu'à le restant de la vie, les gens avaient la prise sur moi et sur tout ce que je faisais. Donc il fallait que je le dise aux journalistes, mais si je le dis, il y avait une loi qui était votée entre-temps, même un ancien espion ne pouvait pas raconter qu'il était un ancien espion. Et j'ai fait exactement la même chose que Christian, ça veut dire que quand j'étais dans le service, j'ai quand même conservé quelques papiers, enfin, au cas où, on ne sait jamais, parce que j'ai trouvé un moyen aussi dingue que la situation de le faire. C'est que comme j'ai fait l'école spéciale du KGB pendant 3 ans, c'est une école de formation supérieure, et en Union soviétique, il y avait une vieille loi qui a existé encore sous Staline. Que chaque école de formation était obligée de remettre à la personne qui a suivi la formation le document sanctionnant les études et lui remettre en main propre. Et donc j'avais un diplôme de KGB que j'ai reçu, ils m'ont remis en main propre en 1987, je l'ai lu, et puis après le service l'a récupéré, il l'a mis dans le dossier secret, je l'ai vu pendant 2 minutes. Mais il existait ce diplôme. Et donc, j'ai écrit une lettre officielle au directeur du service d'espionnage. « Rendez-moi mon diplôme de mon école. » Qu'est-ce que c'est que cette histoire de diplôme d'espion ? Enfin, il est fou, le mec. Et donc, en fait, ils m'ont absolument pas pris au sérieux. Et je confirmais. Moi, je suis pas sérieux, je suis fou. Mais je veux mon diplôme, en fait. Et ils sont rentrés en communication écrite avec moi. Donc, j'ai reçu quand même la lettre officielle, avec le papier en tête, service d'espionnage de la République fédérale de Russie. Monsieur, vous avez demandé votre diplôme de l'école secrète. Vous avez bien obtenu ce diplôme, mais on est désolé de vous dire qu'il est secret, donc on ne peut pas vous le rendre. Donc ils écrivent que vous l'avez obtenu. Voilà. Et tout ça
pas secret, la signature, directeur du personnel, général, colonel, machin. Et cette histoire a passionné les médias russes. J'ai mis tout de suite sur Internet et mon coming out était fait. Mais le service m'a poursuivi. Et donc, ils m'ont mis quand même la divulgation du secret d'État sur le dos. Donc, j'étais obligé de me défendre. Ça a duré pendant 3 ans. Mais à un moment donné, en 2001, j'ai senti que là, ça devenait sérieux. Parce que je sentais qu'ils se sentaient humiliés. Et donc, du coup, j'étais obligé de partir de Russie et de demander l'asile politique en France, le statut de réfugié. Et ça a duré 3 ans quand même, la demande. Mais ils ont accepté. Ils ont fini par accepter. Et c'est pour ça que je peux parler librement de ça. Voilà. Vous êtes, en tout cas, tous les deux étonnants d'authenticité, parce qu'au fond, vous racontez cette expérience vécue par les êtres humains que vous êtes et les conséquences. Ouais. Et on va voir tout à l'heure, effectivement, ce qui reste comme trace dans votre personnalité, comment on peut s'habituer à une vie plus ordinaire, avec moins d'adrénaline. L'un l'autre, vous allez nous le raconter. Et effectivement, vous allez nous dire, Chloé, parmi toutes celles que vous avez rencontrées, comment on peut avoir une vie après ça. Mais auparavant, je voudrais quand même avoir votre réaction sur cette campagne de recrutement des services secrets britanniques. Précisément de James Bond. Vous allez voir comment aujourd'hui, en ce moment, on recrute des agents secrets. Regardez. Cette personne ne travaille pas pour le MI6. Elle n'a pas affaire à différentes cultures, des gens divers et des situations délicates dans son travail. Elle ne lit pas instinctivement les émotions et ne prédit pas ce dont quelqu'un peut avoir besoin. Elle n'utilise pas ses aptitudes naturelles pour se lier avec les gens et les motiver. Elle ne fait pas partie d'une équipe qui est stimulée par une cause plus grande. Non, la personne que vous voyez ne travaille pas pour le MI6, mais elle pourrait. Voilà la campagne. Votre réaction dans un instant. Alors, je ne sais pas si elles sont espionnes, si elles travaillent pour la concurrence. En tout cas, elles sont à mes côtés depuis un petit moment. Émilie et Aude qui nous ont rejoints. Bonjour. Bonjour. Votre réaction quand vous voyez cette campagne, vous avez compris le profil qu'on est en train de chercher, c'est-à-dire celle qu'on n'imagine pas finalement. Ouais. C'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, chez nous, on dit le meilleur espion, c'est celui qui rentre dans la pièce, qui est ami avec tout le monde, et quand il sort, on l'a oublié. Tout de suite. Et comment on fait pour qu'on vous oublie ? C'est ne pas trop raconter des choses intimes sur vous. C'est d'employer dans les conversations, par exemple, si vous engagez une conversation sur un sujet qui vous intéresse. Vous ne pouvez jamais sortir avec ce sujet-là. Vous devez, après, raconter une autre histoire derrière. Je ne sais pas, en fait, pourquoi je suis venu te voir pour ça. Ah oui, parce que tu as une aspirine. Et on commence à parler, j'ai mal à la tête, aujourd'hui, il fait mauvais. Et quand je suis sorti, vous allez rester sur l'aspirine. Et vous allez complètement oublier ce que je vous ai raconté pour le vrai sujet qui m'intéressait lorsque je suis venu. D'ailleurs, Chloé, dans votre livre, donc c'est une enquête extraordinaire, 5 ans pour rencontrer 9 espionnes, elle vous raconte, et vous avez mis en 4e de couverture cette phrase de Stella Remington, qui travaillait pour les services secrets britanniques, et qui dit « J'ai toujours considéré que montrer ses émotions était une forme de faiblesse ». Elle vous l'explique, ça ? En fait, ce qu'elle explique, donc Stella Remington, c'est l'ancienne patronne, directrice générale du MI5, donc le service de sécurité intérieure britannique. Ça a été la première femme à accéder à ce poste. Et c'est quelqu'un d'assez froid. Et donc, je lui ai demandé si cette carapace-là, c'était quelque chose qu'elle avait acquis ou si elle avait toujours été très introvertie. Et donc, elle a cette phrase qui, je trouve, résume assez bien son expérience au sein du service. Elle dit, en fait, ce métier, soit vous étiez quelqu'un de renfermé avant, d'endurci avant, soit le métier a fait de vous quelqu'un d'endurci. Et elle, c'est son point de vue. En plus, elle faisait du contre-espionnage, donc elle était elle cherchait des espions, donc elle était toujours dans le doute permanent et dans le garder son quant à soi et ne pas trop parler. Donc elle, voilà, elle l'a vécu comme ça. Et vous, Sergueï, ce qui m'a le plus traumatisé dans votre témoignage, c'est cette idée qu'à un moment donné, il a fallu mentir et faire croire à des femmes que vous étiez amoureux. Ouais. Aujourd'hui, vous dites, c'est votre propre terme, c'était dégueulasse, parce que vous étiez manipulé. Mais en tout cas, et donc la question des émotions, est-ce que c'était une faiblesse de montrer ces émotions ? Parce que vous en éprouviez. On est dans la schizophrénie totale, tout le temps. Ça veut dire qu'en fait, on doit être manipulateur, on doit être enfermé, on doit tout contrôler. On doit tout garder pour nous. On va calculer à la minute près où est-ce que je vais, à qui je téléphone, etc. Qu'est-ce que je raconte à ma famille, qu'est-ce que je raconte à mes contacts, etc. Mais en même temps, vous devez avoir le masque
et la possibilité d'être souriant, d'être ouvert, pour faire venir les gens vers vous, pour les manipuler, pour qu'ils vous racontent des secrets. Et donc, en fait, c'est paranoïaque. Et aujourd'hui, vous avez gardé cette paranoïa? C'est-à-dire, quand vous venez ici, vous avez des regards pour... Enfin, je sais pas, Oui. Oui, on la garde. On la garde pour la vie parce qu'en fait, ça devient un réflexe, en fait. C'est fort possible, lui qui travaille, là, d'ailleurs. Ouais. C'est ça. Ouais. Je me suis En sentie fait- un peu manipulée, moi. Vous faites semblant. C'est-à-dire que le rôle, c'est je suis dans la rédemption, je suis sur les plateaux occidentaux et je continue de travailler. Mais il est dans l'enquête à vie, lui. Donc, Aude, cette campagne nous dit, a priori, vous ne pourriez pas être embauché par les services secrets britanniques et pourtant, vous avez le Et profil. pourtant. Et donc, c'est quoi? C'est un Exactement. changement dans le recrutement ou un changement dans le profil recherché? Alors, c'est un changement dans le profil recherché. Là, ce qu'on cherche à montrer, c'est que déjà, c'est une femme, cette personne, et pourtant, alors elle n'est pas agent secret, mais pourtant, elle pourrait l'être. Des femmes, mais pas seulement, ils recherchent aussi des personnes d'origine culturelle diverses. Pour l'instant, James Bond, l'agent secret britannique par excellence, c'est lui en ce moment. Ouais. C'est Daniel Craig, ou voilà, c'est Sean Connery, c'est Roger Moore, c'est ce genre d'homme, Pierce Brosnan, Timothy Dalton, ou bien George Lazenby. Et donc, tous ces hommes, ils ont un point commun. Si aujourd'hui ils postulaient pour être recrutés, ils ne seraient pas recrutés. Pourquoi? Ils sont trop beaux. Non, c'est pas ça. Ils ne sont pas assez représentatifs de la population britannique. Parce que les agents secrets, ils doivent être à l'image de populations Ils doivent qui sont se pauvres. fondre, Ils doivent se dans la fondre. population. Et surtout, être Pierre Brosnan. accoutré comme ça Ouais. pour être agent secret, ça n'existe Mais pas. ça Le vient de la manière de se smoking, présenter, Ouais. personne ne dit... le My name is smoking, Bond. c'est pas possible. C'est même limite interdit C'est exact. parce Ouais. qu'on se fait remarquer. Alors que Tout à quand fait. on est agent secret, il faut qu'on soit un caméléon. Donc là, actuellement, ils recherchent 1000 personnes d'ici 2020. Donc ils ont vraiment énormément besoin d'agents secrets au MI6 et ils ont du mal à recruter. Mais justement, je pose la question à Chloé, qui a rencontré quand même 9 espionnes à la fin de ces rencontres, 5 ans de votre vie. Ça vous donne envie de postuler ou pas du tout? Non, mais, parce que moi, quand j'écoute votre témoignage, je retiens que vous avez été des marionnettes, en fait. Ouais. Et vous avez ressenti quoi? Non, ça me donne pas envie de postuler. Je pense que j'aurais du mal en fait à accepter de manipuler quelqu'un, quand bien même j'arrive à me convaincre que c'est pour l'intérêt supérieur de la nation, etc. En plus, ce qu'elle me dit, c'est que c'est souvent compliqué parce que on leur donne des objectifs, mais c'est pas l'objectif final. Donc en fait, on leur demande de faire quelque chose, mais elles ne connaissent pas le contexte global de l'opération. Et donc on se dit peut-être que je suis en train de mettre en danger la vie de quelqu'un pour quelque chose qui est un mauvais choix politique ou qui va au contraire desservir. Et quand on se projette vraiment dans ce rôle-là, on se dit, est-ce que j'ai envie d'être cette personne-là? Et est-ce que j'ai envie aussi, après, très égoïstement, de cacher tout ça à mon entourage? Moi, j'aime raconter ce que j'ai fait de ma journée, la fin de ma journée. Et c'est très dur, en fait. Les espionnes que j'ai rencontrées, elles sont... Il y a un isolement affectif? Alors, toutes ne le formulent pas comme ça. Par exemple, les Russes ont beaucoup de mal à formuler une forme de regret ou de sentiment qui pourrait être interprété comme négatif. Donc je suis pas un russe. Les Russes que j'ai rencontrés, parce que je pense qu'elles ont tellement donné toute leur carrière, toute leur vie à leur Oui, carrière, c'est vrai. que de formuler un regret ou une forme de tristesse, Regretter une vie entière. ça remet tout en question. Et en Angleterre, il y a seulement 20% de femmes espionnes au MI6. Alors eux, ils disent que les femmes ont de l'empathie, ont énormément d'empathie, sont plus empathiques que les hommes. Et c'est pour cette raison qu'ils considèrent qu'elles ont une force en plus. Qu'est-ce que vous en pensez C'est vrai, et on pourra même rajouter une autre qualité, les femmes sont intuitives. Oui. Et donc, Est-ce que dans tout ce dans le qui est spot. manipulation, dans tout ce qui est lecture de personnes que nous avons en face, l'intuition et l'empathie, ça compte énormément. Alors, parce qu'effectivement, dans la publicité, dans cette propagande... C'est une vraie publicité, elle passe dans les cinémas et tout. C'est une vraie campagne publicitaire, la première. On parle de lire les émotions chez les autres. Donc, vous étiez entraînés l'un et l'autre à lire les émotions chez les autres? Et en plus, suivant les pays dans lesquels vous allez. Ah bah oui. Parce que la gestuelle, ça change. Si vous êtes au nord, les gens, ils adorent et ils ont besoin de beaucoup plus de distance. Si vous êtes au sud, il faut être très tactile, donc très, très, très proche. Donc tout ça, c'est appris. Et vous, en tant que Russe, il vous est arrivé de jouer quelqu'un ou de devenir quelqu'un qui était tactile?
Tout à fait. Parce que c'est quand même, non, mais c'est quand même de la nature. C'est un tempérament. Tout à fait capable de faire ça. Donc en fait, on nous demande d'être acteur. Y compris, on vous apprend par exemple, lorsque vous trébuchez sur quelque chose, instinctivement, vous allez jurer dans votre langue maternelle. Et on vous apprend à avoir des instincts, donc je vais dire merde en français plutôt qu'en russe. Et ça, ce sera automatique. Et si vous êtes en Allemagne, vous le dites en allemand. Voilà. Et par exemple, en russe, je dis 1 comme ça. 1, 2, 3, 4. En français, je dis 1, 2, 3. Parce que donc, vous pouvez vous trahir comme ça. On m'a appris à changer le gestuel pour compter. Ouais. On parlait tout à l'heure du cas de Ludmila, qui est cette Russe à qui on a demandé d'être allemande pour être espionne, donc pour le KGB en Argentine. Ouais. Donc elle était Irma Ackermann en Argentine, et elle a accouché de 2 enfants là-bas. Et en fait, elle a refusé de bénéficier d'une anesthésie ou d'un antidouleur pour ses accouchements, de peur de jurer en russe. Et dans les rêves, non? Parce que moi, je parle en dormant. Dans les rêves aussi, on peut rêver en langue maternelle. Ça vous est arrivé de parler la nuit? Mais le truc aussi, c'est qu'en fait, lorsqu'on est illégal, en fait, vous vous interdisez complètement votre langue maternelle. Ça veut dire vous coupez les liens. Vous ne lisez rien dans votre langue maternelle. Vous ne rêvez pas. Vous ne vous souvenez pas de vos proches. En fait, vous complètement. C'est un nettoyage. C'est un nettoyage psychologique complet. Et vous devez devenir quelqu'un, mais vraiment de différent, et avoir des réactions de cette personne différente. Et vous, Christian, quand vous infiltrez la pègre, donc là, vous devez jouer ce personnage qui est... Vous êtes des leurs, en fait, et il y a dans le comportement, dans le vocabulaire, quelque chose qui pourrait vous trahir? Moi, je ne sais pas si c'est inné, mais à la première photo de la personne, j'arrive à déterminer le danger, ou j'arrive à déterminer l'importance de la personne en face de moi. Ah oui. Donc ça m'a toujours aidé. Et moi, parce que dans les très bons films, les méchants ont l'air gentils. Quand le méchant a l'air méchant, c'est pas un bon film. Donc ce que je veux dire, c'est que vous avez souvent, c'est ça qui fascine. On est comme des chiens dans la fiction. Non mais moi, dans le milieu où je naviguais, ils se donnent tous de l'importance. Bah oui. Et j'ai appris avec le temps que les gens les plus importants se taisent en général, et on les voit très très peu. Donc c'est pareil, j'ai eu dans une des missions, j'ai fréquenté un tueur. J'ai vécu avec lui en binôme pendant 1 an. Et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, sa force, le danger qu'il représentait, c'était son silence. Partout où on arrivait, et c'est quelqu'un qui avait fait une banque à Cannes, qui avait été criblé de balles. Ses deux partenaires ont été tués dans la voiture. C'était quelqu'un de très dur. Voilà. C'est un peu comme ça quand je parle à Émilie. Là, par exemple, tout de suite, son émotion. Donc, son émotion, Sergueï, on est d'accord, elle a l'air décontractée. Ouais. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Parce que c'est à elle maintenant, et elle va nous parler de quelque chose qui va faire froid dans le dos. Et là, je m'adresse à tous les téléspectateurs, c'est qu'on a l'impression qu'on parle de choses qui ne nous touchent pas. C'est l'espionnage. Mais en fait, aujourd'hui, avec l'électronique, ça nous concerne tous les jours. Oui, il existe bien des applications qui te surveillent. Alors, évidemment, je les ai classifiées, hein, des applications qui ont beaucoup de succès en France. Donc, la première, c'est une application qui a quelques années, qui est déjà utilisée par 2 millions de Français et qui permet simplement de géolocaliser vos proches, c'est-à-dire qu'à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, eh bien, vous savez où sont vos proches. Alors, avec l'accord des proches ou pas? Alors... oui et non. Oui, avec l'accord des proches, puisque normalement, en fait, par exemple, si j'avais envie de savoir où est Aude à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, puisque je l'aime beaucoup et que j'ai envie de la pister un peu, eh bien, j'envoie une notification à Aude en lui disant, voilà, télécharge l'application sur son portable. Elle le télécharge et... Ah ben si tu le télécharges, puisque tu es d'accord. Et on va pouvoir se géolocaliser en permanence. Alors, à la base, cette application a été lancée pour permettre aux parents de géolocaliser leurs enfants. Mais bon, j'imagine que parmi les 2 millions d'utilisateurs, il n'y a pas que des parents. Ça va... Déjà, c'est développé depuis pas mal de temps, parce que moi, je peux vous parler qu'il y a quelques années déjà en arrière, les voyous s'en servent pour se géolocaliser. Les uns les autres? Les uns les autres, non, mais surtout au cas où il leur arriverait quelque chose. Moi, j'ai connu quelqu'un qui, il y a quelques années, avait peur de se faire assassiner pour des problèmes d'affaires avec une autre équipe, et qui avait tous ses véhicules, on pouvait le géolocaliser. Mais il y a pire que ça.
vous avez chacun un ordi ou une tablette sur laquelle vous avez une caméra intégrée et le micro. Et donc, moi, sur mon ordinateur, je vais dans les options de mon ordinateur et je ferme la caméra. Et en plus, je fais du scotch. Oui, moi aussi, je fais ça. Je mets du scotch sur la caméra. Et d'ailleurs, le directeur de FBI fait la même chose. Parce qu'en fait, il a été prouvé que même quand l'ordinateur est éteint, en fait, on peut filmer. On peut filmer, on peut activer la caméra. Mais il y a pire aussi sur votre portable. Il y a des techniques, mais ça, c'est plus les petites applications. Là, c'est vraiment les logiciels qui sont un tout petit peu plus développés. Je peux vous téléphoner. Vous recevez mon coup de téléphone, je vous demande, je ne sais pas, je voudrais parler à François. Vous dites, il n'y a pas de François, vous décrochez. Et votre téléphone, c'est déjà un micro. Et j'entends tout ce qui se passe autour de dans votre chambre avec le micro. Et je peux le faire. Et les services secrets aussi, de France, de Russie, des États-Unis, la NSA aussi aux États-Unis, peut le faire même si votre téléphone est éteint. La seule chose qu'ils ne peuvent pas faire, si vous avez enlevé la carte SIM et la batterie de votre téléphone, à ce moment-là, oui. Ce qu'on fait tous les soirs, évidemment, en rentrant à la maison. Hein, c'est ce que moi, je fais tous les soirs en rentrant à la maison. C'est vrai. C'est le grand conflit des services aujourd'hui où on met tout sur l'électronique, sur la recherche, et on a négligé, et malheureusement, on en paye les conséquences chez nous, dans notre pays, où on a négligé le terrain parce que pendant un moment, on s'est dit on va être la NSA, on va devenir aussi puissant, sauf qu'on n'a pas 600 milliards de dollars. Bon, en tout cas, là, on était plus sur du technique, petit espionnage de tous les jours. Alors, je fais écho à ce que vous disiez tout à l'heure sur la capacité à enregistrer des conversations téléphoniques. Donc oui, il y a une application qui permet en fait, quand vous la téléchargez, toutes les conversations que vous avez au téléphone. Que soit vous recevez, soit vous émettez. Donc voilà, ça c'est plus de 100 000 personnes qui utilisent cette application en France. Et puis alors la dernière, je pense que celle-là, elle va bien te faire flipper, Frédéric. C'est l'application qui te permet de prendre des photos ni vues ni connues. En fait, c'est très simple. J'ai envie de prendre une photo de Frédéric sur le plateau et en fait, j'ai simplement une page Google qui s'affiche comme si je faisais une recherche sur Internet et j'ai un petit bouton qui me permet de prendre discrètement une photo que je vais ensuite utiliser, je ne sais pas à quelle fin, mais en tout cas pas très très bienveillante. Et d'ailleurs, on ne vous a pas posé la question, Sergueï, parce que James Bond, donc, il a plein de gadgets. Et vous-même, vous en aviez ? On a plein de gadgets et beaucoup mieux que James Bond. Alors comme c'est démodé, forcément, vous pouvez nous en parler. En fait, dans tous les films, il y a beaucoup de mythes en fait, qui sont développés par rapport à l'espionnage. Par exemple, toutes ces applications, c'est aussi les armes à double tranchant. Ça veut dire que dans les films, vous avez tous vu, on découvre un micro et le James Bond, il arrache le micro, il l'écrase, il dit voilà, maintenant on n'est plus écouté. Ça, c'est une connerie monumentale. C'est-à-dire ? Parce qu'un micro que vous avez démasqué, ça devient une source de désinformation de l'ennemi. Ça veut dire on l'arrache surtout pas. On va au contraire raconter. Voilà, ça veut dire que maintenant, on va le marquer par une croix rouge, et à chaque fois, lorsqu'on a des fausses informations à passer à l'ennemi, on va venir ici pour raconter « Oui, je vais sortir chez moi à 2h et je vais me retrouver à Place de la République. » Il faut bien jouer, il faut jouer mieux que ça. Hein. Chloé, vous avez rencontré justement une femme qui était responsable des gadgets de son service. Oui, c'était Jonah Mendes qui travaillait à la CIA, et son job, c'était d'être Chief of Disguise, donc chef du déguisement. C'est une traduction un peu, qui n'est pas tout à fait satisfaisante, parce que pour eux, le disguise, ça renvoie à tous les gadgets, comme dans James Bond, mais aussi aux photos clandestines, aux faux papiers, enfin, tout ce qui est falsification, et aussi le fait de changer d'apparence. Donc, si on a besoin d'exfiltrer quelqu'un d'un pays et de lui changer son faciès, voilà. Vous êtes blonde aux cheveux courts, en vrai. Voilà, absolument, mais comme je connais Jonah, j'ai une frange, voilà. Je suis brune. Et en fait, dans son département, il y avait les ingénieurs qui fabriquaient les gadgets, et il y avait les gens qui allaient sur le terrain et qui apprenaient aux agents à se servir des gadgets. Donc elle faisait ça, elle était envoyée à l'étranger. Et au risque de vous contrarier, à la CIA, ils disent qu'ils étaient absolument meilleurs que vous. Pour les gadgets. Non, mais pour une raison simple, c'est que eux se sont fait aider d'Hollywood.
En fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se sont rapprochés, ce qui était une brillante idée quand même, des maquilleurs professionnels de Hollywood pour les effets spéciaux. Et notamment, l'homme qui a inventé les calottes crâniennes, enfin les prothèses en silicone, donc les calottes crâniennes de la planète des singes, et les oreilles de Spock. C'était un maquilleur qui a été décoré, qui a eu un Oscar, etc. Et lui, en fait, c'était le conseiller spécial en effets spéciaux de la CIA. Frédéric aussi, il a plusieurs visages. Je suis ton père. Et c'est ça. Alors. Les boules. Et là, c'est Sophie d'avant. Donc, moi, vous savez que je suis perturbé avec vos histoires. Hein, donc, je ne sais plus si vous vous appelez Sergueï pour de bon. Je ne sais plus si Chloé, ce sont ses vrais cheveux. Enfin, en tout cas, la Chloé qui est là, a priori, a fait cette enquête hallucinante. 5 ans d'une vie pour rencontrer. Parce que c'est difficile de rencontrer et d'accepter... Comment dire ? C'est difficile d'obtenir la confiance, finalement, de celles qui ont été espionnes. Parce que, par définition, elles ont consacré une vie entière à la méfiance, à la suspicion. Oui, c'est très compliqué. Déjà, il faut les identifier. Moi, je pensais qu'une fois que je les aurais identifiés, ce serait facile, que j'arriverais avec mon air gentil et que je leur dirais, voilà, je suis journaliste. Bon, en fait, ça ne fonctionne pas du tout. Il faut trouver des intermédiaires qui vous introduisent auprès d'elles et qui, eux, ont leur confiance. Donc ça veut dire, si on cherche une femme de la CIA, il faut trouver un ancien de la CIA qui va vous ouvrir son carnet d'adresses et passer le premier coup de fil à votre place, ce qui s'est passé pour Jonah. Et donc ça suppose de se créer soi-même un espèce de réseau international d'anciens espions. Et donc ça prend un petit peu de temps. Et puis après, quand on les rencontre, donc eux, en fait, vous permettent la première rencontre. Elles acceptent de vous voir. Et après, il faut leur dire, alors voilà, en fait, je voudrais que vous me racontiez, parce que je voulais vraiment des histoires. Et là, il faut trouver le levier à actionner. Est-ce que c'est le féminisme ? Est-ce que c'est le patriotisme ? Est-ce que c'est lui faire de la peine en disant qu'on galère vraiment, qu'il faut nous aider ? Enfin, il faut trouver quelque chose pour qu'elles acceptent. Donc ça marche pas. Tout en sachant que, par exemple, la dame dans le service des illégaux là, que Chloé a rencontré, via colonel Préline, qui était mon enseignant de contre-espionnage à l'école du KGB, je suis persuadé que c'est le service qui a donné son feu vert. Sans le feu vert du service, elle n'aurait jamais pu accepter cette invitation. Donc ça veut dire qu'elle a manipulé Chloé ? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ça veut dire qu'elle vous a raconté ce que le service lui a demandé de raconter. Après, je suis persuadé aussi qu'il y a du vrai là-dedans. Mais peut-être parce que son histoire était déjà ancienne, parce que, etc. Vous aviez confiance en chacune d'entre elles ? Non, et c'est pour ça en fait que j'ai choisi d'apparaître dans le récit, alors qu'au départ, ça n'était pas mon intention. J'ai choisi d'apparaître sous la forme du jeu, donc je raconte ma quête et justement tous les revers que j'ai essuyés, tous les intermédiaires un peu louches que j'ai dû côtoyer pour arriver à ces femmes. Et je raconte aussi dans quel contexte elles m'ont parlé. Et parfois, je mets à distance leurs propos ou je raconte après comment est-ce que j'ai appelé tel historien qui m'a dit oui, alors ça ne correspond pas tout à fait aux dates. Enfin, je raconte tout le travail que j'ai mené pour essayer de tirer le vrai du faux. Et parfois, c'est impossible, donc je pose les choses à l'interrogative. Et d'autres fois, c'est assez heureux. J'ai pu croiser d'anciens collègues, d'anciens chefs qui m'ont raconté les mêmes histoires qui étayaient leurs propos. Mais c'est très difficile. Oui. Bon, un document exceptionnel. Les espionnes racontent chez Robert Laffont. Merci d'être venu. On va parler, Christian, de ce que vous proposez aujourd'hui comme ouvrage, parce que vous travaillez aussi pour la fiction, aussi bien. Mais auparavant, vous savez que même si vous êtes des héros et qu'il y a plein de gens qui vous incarnent au cinéma, nous, on aime bien les héros du quotidien. Vous savez, les gens qui changent le monde. D'accord, des anonymes, et on met à l'honneur régulièrement des gens qui font ça, et on a un partenaire. Alors donc toutes les semaines, on présente une initiative portée par une candidate au prix Solidarité Féminin Europe 1. Et justement, tu parlais de littérature. Aujourd'hui, en France, il y a 7% de la population de 18 à 65 ans qui est illettrée. Et ça représente 2,5 millions de Français, donc c'est un vrai fléau de société. Eh bien, il y a une femme qui a décidé donc de se saisir de ce combat, et elle s'appelle Carole Vedic. Aude va nous montrer sa photo. Tu es aujourd'hui mon assistante. Bah oui, mais en l'absence de Luc. Sur une mission, lui aussi, c'est notre agent secret. Alors, elle est enseignante de la langue française, et elle a constaté qu'il y avait beaucoup d'élèves qui étaient en difficulté. Elle a constaté qu'il y en avait de plus en plus. Donc, elle a décidé de créer une association en 2009 qui porte un nom extrêmement poétique qui s'appelle Mots et Merveilles. Et grâce à cette association, elle aide les enfants, mais aussi les adultes, à apprendre à lire et à écrire grâce à des ateliers d'expression orale,
grâce à des ateliers de théâtre. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a 300 bénévoles qui sont engagés dans cette association, donc ça fait quand même pas mal de monde, et qui ont vraiment cette volonté en fait de déculpabiliser les gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Et d'ailleurs, Carole m'a raconté une très très jolie histoire. Daniel, un monsieur d'une 50aine d'années, qui avait signé un contrat avec une entreprise, un contrat à temps partiel, se rendait tous les jours dans l'entreprise parce qu'il ne savait pas lire et qu'il n'avait jamais donc lu son contrat, donc il ne savait pas qu'il travaillait à temps partiel. Un jour, il a été viré de son entreprise et Pôle emploi lui a dit « Mais attendez, vous étiez en temps partiel ». Donc il a appris qu'il était en temps partiel, donc il a compris que finalement il avait été exploité. Et c'est là qu'il a eu le déclic et qu'il s'est dit je vais apprendre à lire et à écrire. Et ça s'est fait grâce à l'association Mots et Merveilles de Carole, qui a déjà aidé 616 personnes en 2016. Donc c'est pas mal et c'est chapeau bas parce que c'est réjouissant de voir qu'on a des femmes comme ça qui se mobilisent et qui peuvent se saisir de combats et justement ne pas accepter la fatalité comme tu le dis si bien. On félicite Carole en tout cas, c'est une héroïne du quotidien. Alors vous êtes des héros de cinéma, on l'a dit. Christian, vous avez choisi de raconter votre histoire, votre vie, parrain du Sud. Oui, c'est donc là, une tranche de ma vie. Ça c'est une tranche de vie, laquelle ? C'est quand je suis rentré dans la mafia pendant plusieurs mois, on va dire même presque 2 ans et demi. Et on a fait en France la plus belle opération anti-mafia. Voilà. Donc ça c'est vu de l'intérieur, donc plan subjectif avec les émotions qui vont avec. Est-ce que vous aussi, montrer ces émotions, c'était une faiblesse ? Oui, je pense qu'on se coupe volontairement de ces émotions. Parce qu'arrivé un moment, je crois que si on les fait voir, ces émotions... c'est là où on craque, quoi. Et une autre tranche de vie, un autre fragment de votre existence, Complot à Paris, un document choc sur les coulisses d'un coup d'État. Oui, donc là, j'ai travaillé dans le cadre de la sécurité extérieure de la République de Guinée. Alors ça me tient à cœur parce que c'est toujours d'actualité. Donc on a remonté tout un réseau pendant 2 ans où on savait qu'il y avait une tentative de prise du pouvoir à la fin de vie de Lansana Conté, qui était le président. Le but était de malheureusement infiltrer l'opposition, mais de chercher dans l'opposition, on va dire, les brebis galeuses qui seraient capables de commettre cet attentat. Donc on crée absolument tout le réseau qu'il faut, à la fois les entreprises, les banques. On s'associe avec la Banque centrale en Afrique et il faut trouver l'organisateur qui a été malheureusement le dictateur qui a suivi derrière et qui a participé à l'assassinat de 200 personnes. Donc j'ai surtout écrit ce livre-là pour pas qu'on oublie les 200 morts qu'il y a, que ce dictateur existe toujours, et surtout de continuer le combat pour que ces dictateurs ne reviennent pas sur le terrain. Bon. Moi, je suis complètement perturbé, je vous le dis franchement. Elle a mis du temps, quand même. Je voudrais juste dire un tout petit mot, moi, personnellement, de fin. Je voudrais parler aux jeunes aujourd'hui qui partent donner leur vie pour rien. Ici, ils ont des mains tendues. Qu'ils veuillent ou non, il y a encore des gens qui les attendent, il y a des gens qui peuvent les aider. On peut commettre des conneries, on peut être coupable de quelque chose, mais tout peut se réparer dans la vie, absolument tout. Ça, c'est pour les jeunes qui veulent partir en Syrie. Voilà. Et puis que vous êtes légitime pour parler de manipulation, parce que vous avez été... L'un et l'autre, vous avez été manipulés, donc vous savez de quoi vous parlez. Et puis, moi, je dirais aussi un dernier mot, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de devenir espions, de rentrer dans les services secrets. Il faudrait qu'ils réfléchissent 10 fois avant de s'engager, parce que c'est quand même, c'est pas un métier, c'est quelque chose qui va leur marquer à vie, et c'est super destructrice pour les personnes qui rentrent dans les services. Merci pour cette honnêteté, cette authenticité, merci pour votre témoignage, et merci Alexandra de nous avoir raconté votre point de vue, fille d'un espion. Voilà, merci beaucoup, sincèrement. Merci. Et merci à vous pour votre attention. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses, vous avez passé un bon moment, et on se retrouve très très vite sur France 2. Alors qu'elle s'apprêtait à devenir mère, les femmes que nous recevrons demain se sont retrouvées seules en pleine grossesse. J'avais cru déjà avoir rencontré le grand amour. Au bout de 3 mois de grossesse, m'a dit « Je crois que je t'aime plus ». Emma est déjà mère de 2 enfants lorsqu'elle rencontre un nouvel homme. Après une première fausse couche, Emma tombe enceinte, mais une nouvelle fois, le sort s'acharne contre elle. Je vais passer une échographie et là j'apprends qu'il y en a 2. Déjà il ne m'adresse pas la parole et il me dit « Je veux que tu avortes ». Pour moi ça me semblait impossible d'avorter. Émilie est encore étudiante lorsqu'elle découvre qu'elle attend un enfant. Si Émilie souhaite
souhaite d'abord mettre un terme à cette grossesse, ses sentiments la poussent à garder le bébé, provoquant une crise au sein du couple. 15 jours après l'accouchement, il me téléphone en me disant j'en ai rien à faire qu'elle soit née, hein. Débrouille-toi bien dans ta vie de merde. Véronique tombe amoureuse d'un homme et veut un enfant. À 7 mois de grossesse, elle découvre sa véritable personnalité. Tout d'un coup, il m'envoie un SMS en me disant qu'on arrête là et plus une nouvelle. Et puis un soir, je prends ma voiture, je vais le trouver chez lui. Et là, je tombe sur une fille et je les vois main dans la main. Délaissée par son compagnon, Edwige élève seule ses jumelles et ne croit plus en l'amour. Mais grâce à Patrick, elle va reprendre confiance en elle. Pour moi, il allait me quitter. J'étais enceinte, donc il allait me quitter. Et ça se passe bien depuis bientôt 20 ans.